Réveillez-vous. Vous êtes tombé dans un piège. Déjà méconnus sont venus pour nous anéantir. Ça... Alors là, tu n'es pas qualifié pour ce qui va suivre. Le dernier chasseur de sorcières, analyse et explication complète du film. Le dernier chasseur de sorcières, sorti en 2015 et réalisé par Breck Esner, est une œuvre de fantasy urbaine qui tente de mêler l'esthétique du film d'action moderne à des thèmes plus profonds comme l'immortalité, la perte et la rédemption. Sorti en 2015 et réalisé par Breck Esner, ce long-métrage est une œuvre de fantasy urbaine qui tente de mêler l'esthétique du film d'action moderne à des thèmes plus profonds comme l'immortalité, la perte et la rédemption. Le synopsis détaillé nous plonge au XIIIe siècle, une époque où la peste noire ravageait l'Europe, semant la terreur et la mort parmi la population. Cette pandémie n'était pas naturelle mais l'œuvre de la Reine des sorcières, interprétée par Julie Engelbrecht, une entité maléfique cherchant à anéantir l'humanité. Le prologue présente Coldé, joué par Vin Diesel, comme un guerrier faisant partie d'un ordre secret, la hache et la croix, dédié à la traque et à l'élimination des sorcières maléfiques. La scène d'ouverture décrit l'assaut final contre l'antre de la reine, un moment épique où le courage des hommes se heurte à la puissance de la magie noire. Le tournant dramatique survient lorsque Coldé, dans un affrontement désespéré, parvient à transpercer la reine avec une dague enchantée, mettant fin à son règne de terreur. Cet instant clé montre que la mort de la reine n'est pas une fin, mais le début d'une malédiction pour Coldé, car avant d'expirer, elle lui jette un sort d'immortalité. Cette vengeance est cruelle et sophistiquée, condamnant Coldé à vivre éternellement avec la culpabilité de ne pas avoir pu sauver sa femme et sa fille, également victimes de la peste. Le fardeau de l'immortalité apparaît clairement. Pour Coldé, ce n'est pas un don divin mais une prison sans fin, le forçant à survivre à tous ceux qu'il aime, génération après génération. Un saut temporel nous transporte de nos jours, à New York, où Coldé est toujours présent, ayant traversé les siècles comme un témoin immuable de l'évolution du monde. Un équilibre précaire s'est instauré entre les humains et les sorcières, ces dernières vivant cachées,
intégrés dans la société sans révéler leur véritable nature. Le rôle de Coldé aujourd'hui le présente comme l'agent principal de cet équilibre, un exécuteur pour la hache et la croix, l'organisation séculaire qui régule et emprisonne les sorcières criminelles. Sa routine quotidienne montre un homme las, marqué par des siècles de combat, qui continue sa mission par devoir plus que par conviction. Sa relation avec l'Église est centrale, car il est toujours secondé par un prêtre, le Dolan, dont la mission est d'enregistrer ses exploits et de servir de lien officiel avec la hiérarchie. Le 36e Dolan, incarné par le légendaire Michael Caine, révèle une amitié profonde et sincère, construite sur des décennies de confiance et de loyauté, rendant le personnage de Coldé plus humain. La passation de pouvoir montre le Dolan 36e prenant sa retraite, un événement rare, et présentant à Coldé son successeur, le jeune et idéaliste Dolan 37e, joué par Elijah Wood. Cette transition souligne le contraste entre la sagesse fatiguée de l'ancien et l'enthousiasme naïf du nouveau, qui voit dans ses fonctions un honneur et une aventure. Le drame qui suit immédiatement montre que le jour même de sa retraite, le Dolan 36e est victime d'un maléfice mystérieux qui le plonge dans un état de mort-vivant, un coma magique irréversible. La réaction de Coldé face à cet attentat révèle sa détermination farouche à sauver son ami, refusant d'accepter cette nouvelle perte comme une fatalité de plus. Son enquête le mène dans les bas-fonds de New York, à la découverte d'un monde souterrain où la communauté des sorcières vit dans l'ombre, avec ses propres règles et ses propres lieux. La rencontre avec Chloé, interprétée par Rose Leslie, est un moment clé, car cette sorcière propriétaire d'un bar underground va devenir son allié involontaire. Les pouvoirs de Chloé la décrivent comme une marcheuse de rêve, un type de sorcière rare capable de pénétrer dans l'esprit et les souvenirs des gens, un don qui s'avérera crucial. La dynamique entre Coldé et Chloé montre un duo improbable, lui le chasseur rigide et solitaire, elle la sorcière libre et rebelle, forcée de collaborer. La menace qui se profile révèle l'existence d'un complot mené par Bélial, un sorcier puissant et maléfique joué par Olafur Darry Olafsson. Le plan de Bélial est crucial. Il cherche à ressusciter la reine des sorcières en utilisant l'énergie vitale des anciens sorciers emprisonnés par Coldé au fil des siècles. Pour contrer ce plan, Coldé doit se souvenir d'un détail essentiel mais oublié depuis longtemps, les circonstances précises de sa propre mort. Ce paradoxe souligne l'ironie tragique d'un immortel incapable de se rappeler l'instant qui a scellé son destin, ses souvenirs étant voilés par le temps et le trauma. L'utilisation des pouvoirs de Chloé montre qu'elle doit guider Coldé dans les méandres de sa propre mémoire, un voyage périlleux à travers des siècles de douleur et de regrets. Ces séquences oniriques révèlent la richesse visuelle du film, avec des flashbacks médiévaux qui contrastent avec le réalisme grisâtre du New York contemporain. La découverte fondamentale que fait Coldé dans ses souvenirs montre le terrible secret de son immortalité. Elle est liée à celle de la reine. Ce lien magique explique que chaque fois que Coldé utilise la magie noire au cours de ses missions, il fragilise le voile entre les mondes et rapproche la reine de la résurrection. Cette révélation place Coldé face à un dilemme moral déchirant, réalisant que ses propres actions, bien qu'ayant servi le bien, ont contribué à nourrir la menace qu'il combat. La montée en puissance de Bélial montre le sorcier rassemblant les anciens dans un rituel macabre, préparant le terrain pour le retour de sa maîtresse. Le climax du film culmine dans un affrontement final spectaculaire où la reine des sorcières est effectivement ressuscitée, plus puissante et vengeresse que jamais. Ce combat final montre Coldé utilisant toutes ses ressources, à la fois sa force physique de guerrier et sa connaissance des arts occultes acquises au fil des siècles. Le choix crucial de Coldé à cet instant le voit prêt à renoncer à ce qui le définit, son immortalité et ses pouvoirs, pour détruire définitivement la reine. Cet acte de sacrifice montre que c'est en acceptant sa propre mortalité, en embrassant l'idée de la fin, que Coldé trouve la force de briser le cycle. La défaite de la reine montre qu'elle est vaincue non pas par une force supérieure, mais par la volonté d'un homme prêt à tout perdre pour la liberté des autres. La conclusion du film montre un Coldé libéré de sa malédiction, redevenu mortel, goûtant pour la première fois depuis 8 siècles à la fragilité de la vie humaine. La scène post-générique, cependant, ajoute une note d'ambiguïté et laisse entendre que son histoire, et celle de ce monde de sorcellerie, est loin d'être terminée. Cette fin ouverte suggère que les producteurs espéraient lancer une franchise, un espoir qui ne s'est finalement pas concrétisé devant les résultats mitigés du film. Les thèmes abordés nous amènent à considérer le poids de l'immortalité comme sujet central, une exploration de la solitude extrême d'un être qui survit à tous ses proches. La performance de Vin Diesel, souvent sous-estimée, montre qu'il tente d'incarner cette lassitude millénaire avec un jeu plus nuancé que dans ses rôles purement musclés. L'acteur a confié aux Parisiens que le tournage, juste après la mort de son ami Paul Walker, a imprégné le film d'une tristesse réelle et d'une réflexion sur le deuil. Cette dimension personnelle donne une épaisseur inattendue au personnage de Coldé,
qui n'est pas qu'un simple bourrin mais un homme marqué par des siècles de pertes accumulées. L'univers du film reconnaît que sa direction artistique est l'un de ses points forts, avec l'idée séduisante d'un New York gothique et souterrain où la magie se cache dans les bas-fonds. Des lieux marquants, comme le bar de Chloé, véritable havre de paix pour les sorcières, montrent un soin apporté à créer une atmosphère unique. La scène de la maison de couture, où de vieilles sorcières utilisent un sort de jeunesse éternelle, est souvent citée comme visuellement frappante et pleine de potentiel narratif. Les critiques, cependant, déplorent unanimement que cet univers riche et prometteur ne soit qu'esquissé, sacrifié sur l'autel d'une intrigue trop prévisible. Le scénario est pointé du doigt pour sa structure inégale, trop chargée en dialogues explicatifs qui alourdissent le récit et en rebondissements parfois jugés prépostères. Le twist concernant le personnage d'Elijah Wood, le Dolan 37, est souvent critiqué comme étant tiré par les cheveux et peu convaincant, gâchant un clin d'œil potentiel à son rôle de Frodon. Les scènes d'action révèlent un autre problème majeur. Bien que chorégraphiées, elles souffrent d'un montage trop rapide et d'une photographie très sombre. Cette confusion visuelle montre que le spectateur perd souvent le fil des combats, noyé dans des effets spéciaux numériques de qualité inégale. La passion de Vin Diesel pour les jeux de rôle, notamment Donjons et Dragons, a souvent été mentionnée comme moteur de ce projet. Cette dimension Donjons et Dragons se retrouve dans l'esthétique du prologue médiéval et dans la structure du récit, calquée sur un cheminement de jeux vidéo. Vin Diesel livre une performance dans un registre familier, convaincant en héros d'action mais peinant parfois à transmettre toute la profondeur émotionnelle attendue. Il reste l'atout principal du film, même si le véhicule n'est pas toujours à la hauteur de son charisme naturel. Rose Leslie, dans le rôle de Chloé, est saluée par la critique pour sa fraîcheur et son énergie, incarnant une sorcière à la fois forte et vulnérable. Son rôle montre qu'elle évite l'écueil de la simple demoiselle en détresse, devenant une alliée proactive et essentielle à la quête. Elijah Wood est perçu comme un clin d'œil amusant à son passé de Frodon Sackey, passant de la comté aux ténèbres de la sorcellerie new-yorkaise. Son personnage, cependant, est jugé effacé, sa fonction narrative principale semblant être de mener à un twist final peu satisfaisant. La présence de Michael Caine ajoute une touche de classe indéniable au film, son talent apportant une gravité bienvenue à chaque scène où il apparaît. Son temps d'écran, malheureusement très limité, montre un acteur de sa trempe sous-employé, ce qu'il a lui-même pu justifier par des raisons financières. La réception critique est sans appel. Le film a été très mal accueilli par la presse spécialisée, avec des scores très bas sur des agrégateurs comme Rotten Tomatoes. Le consensus critique indique que le film est jugé trop sombre et lugubre pour divertir, ratant sa cible aussi bien comme film de pop-corn que comme œuvre assumée. La note publique, en revanche, montre un écart significatif, les spectateurs étant beaucoup plus indulgents, avec une moyenne autour de 6/10 sur IMDb. Cet accueil contrasté révèle que le public a généralement apprécié son côté divertissant sans prétention, son univers et son casting sympathique. Les critiques françaises sur Allociné confirment cette tendance, avec une presse très sévère et des spectateurs plus cléments, notant le film autour de 3 étoiles sur 5. Ce que la critique a détesté se concentre sur le scénario faible, prévisible et trop explicatif, ainsi que sur les scènes d'action confuses. Le manque d'originalité souligne le potentiel gâché d'un univers pourtant riche, sacrifié à une narration convenue. Le ton du film, jugé trop sérieux pour un sujet aussi silly par certains, montre un décalage entre l'ambition et le résultat. Ce que le public a aimé met en avant le charisme de Vin Diesel et la performance de Rose Leslie, souvent cités comme les points forts. L'attrait pour l'univers fantasy old school a rappelé à beaucoup les ambiances des jeux de rôle, créant une nostalgie appréciée. La perception du film comme divertissement efficace et sans prétention explique qu'il a trouvé son public pour une soirée détente. Les effets spéciaux, globalement corrects, n'ont pas rebuté le public malgré leurs inégalités. La fiche technique rappelle que le film a été réalisé par Breck Eisner, sur un scénario de Cory Goodman, Matt Sazama et Burke Sharpless. La musique, composée par Steve Jablonsky, contribue à l'atmosphère épique et sombre du récit. La photographie, signée Dean Semler, montre une volonté de créer des contrastes forts entre les ténèbres du monde sorcier et la lumière du monde réel. Les sociétés de production, Summit Entertainment et S&D, indiquent une coproduction internationale visant un large public. Le genre du film le classe dans la fantasy urbaine, mêlée d'action et d'aventure, une combinaison populaire au milieu des années 2010. La durée de 106 minutes montre un film au rythme soutenu qui ne s'éternise pas, pour le meilleur et pour le pire. Sa date de sortie en France, le 28 octobre 2015, le place dans la période d'Halloween, un choix marketing cohérent avec son thème. Son budget d'environ 90 millions de dollars révèle une production confortable, mais en deçà des blockbusters majeurs de l'époque.
Son box-office mondial d'environ 147 millions de dollars montre un succès commercial modeste mais pas catastrophique, couvrant ses frais sans générer de bénéfices énormes. Ce résultat financier explique pourquoi les suites envisagées n'ont jamais vu le jour, le studio n'ayant pas été suffisamment convaincu par le retour sur investissement. En conclusion, c'est un film qui divise profondément, considéré par beaucoup comme un navet ou un film d'action de série B avec un budget confortable. Pour ses fans, il reste un honnête divertissement, porté par un acteur charismatique et un univers attachant. Son héritage en fait le témoignage de la passion de Vin Diesel pour l'heroic fantasy, une tentative sincère de lancer une nouvelle franchise. Le potentiel inexploité du film est peut-être sa plus grande leçon, montrant qu'un univers riche et une idée forte ne suffisent pas sans un scénario solide pour les porter. Son échec relatif à convaincre critiques et grand public de l'époque n'empêche pas une redécouverte possible aujourd'hui par les amateurs du genre. Son esthétique gothique et son ambiance particulière lui confèrent une place à part dans la filmographie de Vin Diesel, entre Fast and Furious et X-20. La scène post-générique, cette promesse non tenue d'une suite, laisse un goût d'inachevé pour ceux qui ont cru en ce monde. Le personnage de Coldé, finalement, devient un héros tragique, dont la plus grande victoire est d'avoir retrouvé ce qui le rend humain, sa propre mortalité. La conception même du personnage de Coldé puise ses racines dans une longue tradition littéraire et cinématographique, celle du guerrier immortel fatigué par des siècles d'existence, un archétype que Vin Diesel a souhaité moderniser en y insufflant sa sensibilité personnelle et sa passion pour les univers fantastiques, ce qui explique pourquoi l'acteur a été si impliqué dans le développement du projet depuis ses premières phases d'écriture. Les scénaristes Cory Goodman, Matt Sazama et Burke Sharpless ont construit une mythologie complexe autour de ce personnage, imaginant non seulement les règles régissant la magie dans ce monde, mais aussi les conséquences psychologiques et spirituelles d'une vie s'étendant sur plusieurs centaines d'années, un travail d'orfèvre qui mérite d'être souligné malgré les imperfections du résultat final à l'écran. La Hache et la Croix, cette organisation secrète qui emploie Coldé, représente une fusion intéressante entre le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle, un concept qui évoque les ordres religieux militaires du Moyen Âge comme les Templiers, tout en les adaptant aux réalités du monde contemporain où la discrétion et le secret sont devenus des impératifs absolus pour maintenir l'équilibre précaire entre les humains et les sorcières. L'idée que des sorcières vivent cachées parmi nous, intégrées dans la société sans que personne ne le sache, n'est pas nouvelle en soi. Mais le film lui donne une dimension particulière en montrant comment cette coexistence forcée a créé toute une culture souterraine, avec ses propres codes, ses propres lieux de rassemblement et ses propres règles de survie dans un monde qui les traquerait sans pitié si leur véritable nature était découverte. Le bar de Chloé, ce lieu fascinant où les sorcières peuvent se détendre et être elles-mêmes loin des regards humains, constitue l'un des décors les plus réussis du film, avec son atmosphère enfumée, sa clientèle bigarrée et cette impression permanente de danger latent qui plane au-dessus de chaque conversation, comme si à tout moment la Hache et la Croix pouvaient faire irruption pour briser cette fragile paix. Rose Leslie apporte à son personnage une énergie contagieuse et une crédibilité qui transcendent parfois les limites du scénario, elle qui avait déjà prouvé son talent dans Game of Thrones où elle incarnait la fougueuse Ygritte, et qui retrouve ici un rôle de femme forte, indépendante et mystérieuse, parfaitement à l'aise dans cet univers de fantaisie urbaine où la magie côtoie le quotidien le plus banal. La relation qui se noue progressivement entre Coldé et Chloé est au cœur du récit, non pas une relation amoureuse au sens traditionnel du terme, mais plutôt une alliance forcée qui évolue vers une forme de respect mutuel et de compréhension profonde, deux êtres que tout oppose mais que les circonstances rapprochent inexorablement dans leur combat commun contre des forces qui les dépassent. Le personnage de Bélial, interprété avec une présence menaçante par Olafur Darry Olafsson, incarne la persistance du mal à travers les âges, lui qui était déjà présent au XIIIe siècle aux côtés de la reine des sorcières et qui a patiemment attendu 800 ans l'occasion de la ramener à la vie, une fidélité démoniaque qui en dit long sur la puissance de l'emprise que la reine exerçait sur ses disciples. La magie noire, dans l'univers du film, obéit à des règles précises qui sont progressivement révélées aux spectateurs, notamment cette idée fascinante que toute utilisation de la magie laisse des traces, crée des déséquilibres et peut avoir des conséquences imprévues, un système cohérent qui ajoute une dimension stratégique aux affrontements et qui empêche les sorciers d'utiliser leur pouvoir de manière inconsidérée. Le concept de marcheuse de rêve appliqué à Chloé ouvre des possibilités narratives passionnantes, car il permet d'explorer la psyché des personnages d'une manière qui serait impossible avec des moyens conventionnels, plongeant littéralement dans leurs souvenirs, leurs peurs et leurs désirs les plus intimes. Une idée que le film exploite malheureusement de façon trop timide mais qui recèle un potentiel énorme pour des développements futurs. Les scènes où Chloé guide Coldé à traverser. Propre Souvenir compte parmi les plus réussis visuellement, avec ses transitions fluides entre le présent et le passé,
Ces superpositions d'images qui évoquent la manière dont la mémoire humaine fonctionne réellement, par association et par fragments plutôt que par une narration linéaire et parfaitement ordonnée. La douleur de Coldé, constamment ravivée par ses plongées dans son passé, est rendue palpable par le jeu de Vin Diesel qui, dans ces moments-là, abandonne son masque de guerrier impassible pour laisser transparaître une vulnérabilité touchante, celle d'un homme qui a perdu tout ce qu'il aimait et qui continue de porter ce deuil comme un fardeau quotidien impossible à alléger. Le personnage de la Reine des Sorcières, bien que relativement peu présent à l'écran, plane sur l'intégralité du film comme une ombre menaçante, une présence maléfique dont l'influence se fait sentir même des siècles après sa mort présumée, et Julie Engelbrecht parvient à lui donner une aura à la fois royale et terrifiante qui justifie pleinement la peur qu'elle inspire à tous ceux qui connaissent son histoire. La scène où Coldé réalise que son immortalité est liée à celle de la reine constitue le véritable tournant psychologique du film, car elle l'oblige à reconsidérer toutes ses actions passées sous un angle nouveau, à comprendre que chaque sorcière qu'il a tuée, chaque mission qu'il a accomplie, a en réalité contribué à renforcer les chaînes qui le lient à son ennemi juré. Ce paradoxe tragique, selon lequel le bien que l'on fait peut parfois nourrir le mal que l'on combat, donne au film une profondeur morale inattendue et élève le personnage de Coldé au-dessus du simple archétype du héros d'action, le transformant en une figure presque shakespearienne, prisonnière de sa propre nature et des conséquences imprévues de ses choix passés. Le Dolan 36e, magnifiquement interprété par Michael Caine, représente tout ce que Coldé a perdu au fil des siècles: l'amitié sincère, la confiance absolue, la possibilité de partager ses fardeaux avec quelqu'un qui comprend vraiment qui il est et ce qu'il a traversé, sans jugement ni réserve. La décision de Michael Caine d'accepter ce rôle, lui qui a joué dans des classiques du cinéma et qui est connu pour son exigence artistique, a surpris plus d'un critique, mais l'acteur a toujours été pragmatique sur ses choix de carrière, n'hésitant pas à participer à des productions commerciales pour financer des projets plus personnels, une honnêteté rafraîchissante dans un milieu souvent hypocrite. Le jeune Dolan 37e, joué par Elijah Wood, arrive avec ses idéaux et sa vision romantique de la mission de la hache et la croix, convaincu qu'il va participer à une grande aventure héroïque, sans réaliser immédiatement la réalité sordide et épuisante du travail de chasseur de sorcières que Coldé endure depuis 800 ans. Le contraste entre l'enthousiasme naïf du nouveau venu et la lassitude résignée du vétéran est superbement rendu par le jeu des deux acteurs, et leurs échanges, souvent teintés d'humour malgré la gravité des situations, apportent une légèreté bienvenue à un récit qui pourrait autrement sombrer dans un pessimisme excessif. La trahison du Dolan 37e, lorsqu'elle est finalement révélée, choque moins par sa nature que par ses motivations, car le film prend le temps d'expliquer comment un idéaliste sincère a pu être manipulé et corrompu par Bélial, jouant sur ses frustrations et son désir de reconnaissance pour le retourner contre celui qu'il était censé assister. Cette corruption progressive d'un personnage initialement pur et bien intentionné ajoute une dimension tragique supplémentaire au récit, montrant que même les meilleures intentions peuvent être perverties lorsque la magie noire et les promesses de pouvoir s'en mêlent, un thème universel qui résonne bien au-delà du cadre fantastique du film. L'esthétique gothique qui imprègne l'ensemble du film, des ruelles sombres de New York aux intérieurs baroques des repères de sorcières, crée une atmosphère envoûtante qui doit beaucoup au travail du directeur de la photographie Dean Semler, dont l'expérience sur des productions majeures comme l'Apocalypse ou Danse avec les loups se ressent dans la maîtrise des contrastes et des ambiances lumineuses. La musique de Steve Jablonsky, compositeur régulier des films de Michael Bay, accompagne efficacement l'action sans jamais l'écraser, utilisant des thèmes récurrents qui évoluent au fil du récit pour refléter les changements d'état d'esprit des personnages, notamment celui de Coldé qui passe progressivement de la résignation à l'espoir. Les effets spéciaux, bien que parfois inégaux comme le soulignent les critiques, atteignent néanmoins un niveau de qualité satisfaisant dans les moments clés, notamment lors de la résurrection de la Reine des Sorcières où l'utilisation habile du CGI crée une séquence véritablement impressionnante et mémorable. La scène où la reine se reconstitue littéralement à partir de cendres et de particules magiques est l'un des moments les plus spectaculaires du film, une métaphore visuelle puissante de l'idée que le mal ne meurt jamais vraiment et qu'il peut toujours renaître de ses cendres si les conditions sont réunies. Le combat final entre Coldé et la reine, bien que souffrant des mêmes défauts de montage rapide que les autres scènes d'action, parvient néanmoins à transmettre l'intensité dramatique de l'affrontement, chaque coup porté ayant une signification émotionnelle profonde pour les deux protagonistes liés par cette malédiction partagée. La décision de Coldé de renoncer à son immortalité pour détruire définitivement la reine représente l'aboutissement logique de son arc narratif, car après 800 ans d'existence, il a enfin trouvé quelque chose qui vaut la peine de mourir. La liberté des générations futures, l'espoir que personne d'autre n'aura à souffrir comme il a souffert. Ce sacrifice ultime transforme Coldé en véritable héros tragique, non pas parce qu'il meurt,
mais parce qu'il choisit délibérément de renoncer à ce qui le définissait pour offrir aux autres une chance de vivre sans la menace constante de la reine des sorcières, un acte d'altruisme pur qui donne tout son sens à son existence millénaire. La scène finale, où Coldé, désormais mortel, contemple sa nouvelle condition avec un mélange de peur et d'excitation, est interprétée par Vin Diesel avec une retenue émouvante, suggerant que pour la première fois depuis 8 siècles, il peut enfin envisager l'avenir non pas comme une éternité de solitude, mais comme une vie à vivre pleinement, avec ses limites et sa beauté éphémère. La scène post-générique, qui montre Coldé recevant un mystérieux message indiquant que la menace n'est peut-être pas totalement écartée, remplit parfaitement son rôle de teaser pour une suite potentielle, laissant les spectateurs sur une note d'espoir mêlée d'inquiétude, exactement ce qu'une fin ouverte devrait faire. L'accueil mitigé réservé au film par la critique s'explique en partie par le décalage entre ses ambitions et ses moyens, car il est évident que les créateurs visaient haut, souhaitant créer un univers riche et complexe digne des grandes sagas fantastiques, mais que les contraintes budgétaires et narratives les ont forcés à rogner sur certains aspects. Le budget de 90 millions de dollars, bien que confortable, reste insuffisant pour déployer pleinement la vision que les scénaristes avaient imaginée, notamment en ce qui concerne les effets spéciaux et la construction des décors, ce qui explique certaines inégalités de traitement entre les séquences ambitieuses et d'autres plus modestes. Le box-office mondial de 147 millions de dollars, s'il permet au film de rentrer dans ses frais, ne constitue pas un succès suffisant pour justifier le lancement immédiat d'une franchise, d'autant que les recettes américaines ont été particulièrement décevantes, reflétant le désintérêt relatif du public pour ce type de production originale ne s'appuyant pas sur une propriété intellectuelle préexistante. La France, pays où la fantasy bénéficie d'une audience fidèle grâce notamment au succès de la bande dessinée et du jeu de rôle, a mieux accueilli le film que d'autres territoires, ce qui explique pourquoi SND, la branche française de distribution, a investi dans le projet et continué à le promouvoir activement. Vin Diesel, producteur du film en plus d'en être la star, a mis tout son poids dans l'industrie pour que ce projet aboutisse, convaincu que le public était prêt pour un retour de la fantasy urbaine sombre et adulte, un genre qui avait connu ses heures de gloire avec des films comme Constantine ou Blade mais qui semblait alors en perte de vitesse. La passion de l'acteur pour Donjons et Dragons n'est pas un secret, lui qui a écrit la préface du livre 30e anniversaire du jeu et qui a nommé sa fille Pauline, en référence à un personnage de la gamme, et cette passion imprègne chaque aspect du film, du design des créatures à la structure narrative calquée sur les aventures de jeux de rôle. Le prologue médiéval, avec ses costumes d'époque et ses décors grandioses, représente un investissement conséquent qui devait servir de vitrine pour l'univers du film, montrant au public que malgré son ancrage contemporain, cette histoire puisait ses racines dans une tradition épique et chevaleresque qui méritait d'être honorée. La transition entre le XIIIe siècle et l'époque contemporaine est habilement gérée par un montage qui montre l'évolution de Coldé à travers les âges, ses costumes changeants, ses compagnons vieillissant et mourant tandis que lui reste éternellement jeune. Une séquence muette mais incroyablement évocatrice de la solitude qui est son lot quotidien. Les producteurs ont fait appel à des consultants spécialisés dans l'histoire de la sorcellerie pour s'assurer que les sorts et les rituels montrés dans le film, bien qu'évidemment fictif, reposent sur une base de traditions et de croyances populaires authentiques, ajoutant ainsi une couche de crédibilité à l'univers malgré son caractère fantastique. Cette attention aux détails se retrouve dans les accessoires et les artefacts magiques, notamment la dague ayant servi à tuer la reine, dont le design complexe et les inscriptions runiques ont été créés par des artistes spécialisés dans l'héraldique médiévale pour lui donner une apparence authentique. Le personnage de Chloé, en tant que sorcière bonne qui a choisi de vivre en paix avec les humains plutôt que de les combattre, représente une évolution intéressante de la figure traditionnelle de la sorcière au cinéma, s'éloignant des stéréotypes manichéens pour proposer une vision plus nuancée d'une communauté simplement différente, ni intrinsèquement bonne ni fondamentalement mauvaise. Son bar, fréquenté aussi bien par des sorcières que par des humains ignorant leur véritable nature, symbolise cette possibilité de coexistence pacifique que Coldé a passé 800 ans à préserver, un microcosme de ce que le monde pourrait être si la peur et la méfiance disparaissaient. La performance de Rose Leslie dans ce rôle a été saluée par la critique comme l'un des rares points lumineux du film, certains commentateurs allant jusqu'à suggérer que son personnage aurait mérité un spin-off qui aurait exploré plus en détail le monde souterrain des sorcières new-yorkaises et ses intrigues politiques complexes. Le réalisateur Breck Esner, connu pour son travail sur des séries télévisées comme The Flash avant de se lancer dans le cinéma, apporte au film un sens du rythme et de la narration visuelle qui trahit ses origines télévisuelles, avec des scènes parfois trop courtes et un développement insuffisant de certains personnages secondaires qui auraient mérité plus d'attention.
Son expérience sur des productions à budget moyen lui a néanmoins permis de gérer efficacement les contraintes du tournage, notamment les nombreuses scènes en extérieur dans les rues de New York qui nécessitaient une coordination complexe avec les autorités municipales pour bloquer la circulation et installer les équipements. La direction artistique du film mérite une mention spéciale pour avoir réussi à transformer des lieux familiers de New York en décors fantastiques, utilisant des éclairages spéciaux et des filtres pour donner à la ville une atmosphère gothique qui n'est pas sans rappeler celle des films de Tim Burton, mais en version plus réaliste et plus sombre. Le quartier financier de Manhattan, avec ses gratte-ciels imposants et ses rues rectilignes, devient ainsi un labyrinthe urbain où la magie peut surgir à chaque coin de rue, créant un contraste saisissant entre la modernité de l'architecture et l'archaïsme des rituels qui s'y déroulent. La scène où Coldé poursuit Belial à travers les toits de la ville utilise cette topographie de manière intelligente, transformant les buildings en falaises de verre et d'acier que les personnages escaladent avec une agilité surnaturelle, une séquence d'action qui rappelle les jeux vidéo de parcours tout en restant crédible dans l'univers du film. Le design des créatures magiques, bien que limité par le budget, montre une réelle inventivité, notamment les familiers qui accompagnent certaines sorcières et qui sont conçus comme des versions déformées et inquiétantes d'animaux familiers, ajoutant une touche d'étrangeté supplémentaire à chaque scène où ils apparaissent. La décision de faire de New York le théâtre principal de l'action n'est pas anodine, car cette ville, avec son histoire d'immigration et de mélange des cultures, symbolise parfaitement l'idée d'une coexistence possible entre des groupes différents, un thème central du film appliqué ici aux relations entre humains et sorcières. Les sorcières, dans cette perspective, deviennent une métaphore des minorités invisibles qui vivent parmi nous, obligées de cacher leur véritable nature pour survivre dans une société qui les rejetterait si elles connaissaient leur existence, une lecture politique du film que les scénaristes n'ont probablement pas pleinement anticipée mais qui enrichit considérablement sa portée. La hache et la croix, en tant qu'organisation chargée de maintenir l'équilibre entre les communautés, peut être vue comme une allégorie des forces de l'ordre et des services de renseignement qui travaillent dans l'ombre pour protéger la société contre des menaces que le grand public ne soupçonne même pas, une interprétation qui gagne en pertinence à une époque de terrorisme et de menaces diffuses. Coldé lui-même, en tant qu'immortel ayant traversé les siècles, devient une figure de mémoire vivante, un témoin privilégié de l'histoire qui porte en lui les leçons du passé et les transmet aux générations suivantes à travers les dolans successifs, perpétuant ainsi une tradition de sagesse accumulée qui est le véritable trésor de l'humanité. Le personnage du Dolan, ce prêtre archiviste qui consigne les exploits de Coldé, évoque la figure du chroniqueur médiéval, celui qui écrivait l'histoire pour les générations futures, et Michael Caine incarne avec sa dignité habituelle cette fonction essentielle de transmission de la mémoire. La relation entre Coldé et les différents Dolans qu'il a connus au fil des siècles est à peine esquissée mais suggère une profondeur émouvante, chaque nouveau Dolan apportant avec lui une perspective différente sur le monde, une nouvelle façon de comprendre et d'interpréter la mission qu'il partage. Cette dimension générationnelle ajoute au film une mélancolie supplémentaire, car elle rappelle constamment au spectateur que Coldé est condamné à voir ses amis vieillir et mourir, tandis que lui reste figé dans une jeunesse éternelle qui est autant une malédiction qu'un don. La scène où Coldé veille le Dolan 36e plongé dans son coma magique est l'une des plus touchantes du film, car elle montre le chasseur de sorcières dans sa vulnérabilité la plus humaine, impuissant face à la souffrance de son ami, incapable d'utiliser ses pouvoirs pour le sauver. Cette impuissance contraste avec l'image du guerrier invincible que le film avait construite jusque-là, et elle prépare le terrain pour la décision finale de Coldé de renoncer à son immortalité, car elle lui rappelle que la véritable force ne réside pas dans la capacité à survivre à tout, mais dans celle à accepter ses propres limites. Le thème de la famille. Cher à Vin Diesel qu'il a développé tout au long de sa carrière dans la saga Fast and Furious, trouve ici une expression différente mais tout aussi puissante, avec Coldé entouré non pas de liens du sang mais d'amitié séculaire qui constitue une famille de cœur bien plus solide que bien des familles biologiques. La hache et la croix devient ainsi une sorte de famille élargie pour Coldé, une communauté de croyants et de guerriers qui partagent sa mission et qui, bien que mortelle, lui apporte le soutien émotionnel dont il a besoin pour traverser les siècles sans sombrer dans le désespoir. La reine des sorcières, en revanche, incarne l'absence de famille, la solitude du pouvoir absolu, et sa quête de résurrection peut être interprétée comme une tentative désespérée de retrouver une forme de communion avec ses disciples, même si cette communion passe par leur destruction. Cette opposition entre la famille choisie de Coldé et la solitude imposée de la reine donne au film une dimension psychologique supplémentaire qui enrichit considérablement le conflit central, le transformant en un affrontement entre deux conceptions radicalement différentes de l'existence et des relations humaines. La magie, dans ce contexte, devient un outil au service de ces deux visions, utilisé par Coldé pour protéger sa famille adoptive et par la reine pour asservir ou détruire ceux qui l'entourent, une distinction morale qui justifie la position ambiguë du film sur l'utilisation des pouvoirs surnaturels.
Le fait que Koldé doive utiliser la magie noire pour combattre ses ennemis, tout en sachant que cela rapproche la reine de la résurrection, crée une tension dramatique constante qui maintient le spectateur en haleine et donne à chaque scène d'action des enjeux plus profonds que le simple affrontement physique. Cette ambivalence morale, typique des meilleures œuvres de fantasy, élève le film au-dessus du simple divertissement et lui confère une substance qui mérite d'être saluée, même si son exécution n'est pas toujours à la hauteur de ses ambitions. La résurrection de la reine, inévitable compte tenu de la progression narrative, n'en est pas moins traitée avec un soin particulier qui en fait l'un des moments forts du film, avec une mise en scène solennelle et presque liturgique qui souligne la dimension sacrilège de l'événement. Le rituel de résurrection lui-même, avec ses incantations en langues anciennes et ses symboles magiques complexes, a été conçu en collaboration avec des spécialistes des traditions ésotériques pour lui donner une apparence d'authenticité, même si les spectateurs non initiés ne peuvent évidemment pas en vérifier l'exactitude. Cette attention aux détails, même lorsqu'ils échappent à la majorité du public, témoigne du sérieux avec lequel les créateurs ont abordé leur sujet, refusant de traiter la magie comme un simple effet spécial et cherchant au contraire à lui donner une cohérence interne qui renforce l'immersion dans l'univers du film. Le personnage de Chloé, par sa connaissance intime des traditions magiques, sert de guide au spectateur dans cet univers complexe, expliquant sans jamais donner l'impression de faire de l'exposition maladroite, un équilibre délicat que Rose Leslie maîtrise parfaitement. La scène où Chloé explique à Koldé le lien entre son immortalité et la survie de la reine est un modèle du genre, mêlant informations cruciales pour l'intrigue et développement émotionnel des personnages, le tout sans jamais ralentir le rythme du récit. La révélation finale, selon laquelle Koldé porte en lui le dernier fragment de l'âme de la reine, transforme rétrospectivement tout le film en une quête d'identité, le chasseur découvrant qu'il est intrinsèquement lié à sa proie d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Cette découverte ajoute une dimension tragique supplémentaire à tous les combats qu'il a menés, à toutes les sorcières qu'il a tuées, car il comprend soudain qu'il combattait en partie lui-même, une partie sombre de son être qu'il ne pourra exorciser qu'en renonçant à ce qui le rend immortel. La décision finale de Koldé, bien que prévisible dans sa direction générale, surprend par sa radicalité, car il ne se contente pas de vaincre la reine une fois de plus, mais choisit délibérément de détruire le lien qui les unit, même si cela signifie renoncer à sa propre immortalité. Ce choix, qui pourrait sembler facile pour un homme fatigué de vivre, est en réalité présenté comme un acte de courage extrême, car Koldé ne sait pas ce qu'il attend après, il n'a aucune garantie que la vie de mortel qu'il va retrouver sera meilleure que son existence immortelle. La scène finale, où il contemple sa main qui vieillit pour la première fois, est chargée d'une émotion d'autant plus puissante qu'elle est retenue, Vin Diesel choisissant l'économie de moyens plutôt que le pathos excessif, une interprétation juste et touchante. L'avenir incertain qui s'ouvre devant lui, évoqué par la scène post-générique, laisse espérer que ce nouveau Koldé mortel devra apprendre à vivre avec les limites qu'il a toujours fuies, un nouveau défi qui aurait pu alimenter une suite passionnante si elle avait vu le jour. Cette suite potentielle aurait pu explorer comment un guerrier habitué à l'immortalité s'adapte à la vulnérabilité de la condition mortelle, comment il continue à protéger ceux qu'il aime sans la certitude de pouvoir les survivre, un renversement de situation riche en possibilités narratives. Le fait que le film n'ait jamais eu de suite, malgré cette fin ouverte prometteuse, est révélateur des dures lois du marché cinématographique où les studios préfèrent investir dans des franchises établies plutôt que de prendre des risques sur des univers originaux, même quand ceux-ci montrent un potentiel évident. Avec le recul, Le Dernier chasseur de sorcières apparaît comme un film curieux, imparfait mais sincère, porté par un acteur qui croyait profondément en son projet et qui a réussi à transmettre cette conviction à une partie du public, même si la critique dans son ensemble est restée sceptique. Sa place dans la filmographie de Vin Diesel est intéressante, car elle montre une facette plus vulnérable et plus réfléchie de l'acteur, loin des excès musclés de ses autres franchises, et elle prouve qu'il est capable de porter un film dramatique fantastique quand il s'investit personnellement dans le projet. Pour les amateurs de fantasy urbaine, le film reste une référence intéressante, un exemple de ce que le genre peut produire quand il est pris au sérieux et traité avec respect, même si ses moyens ne sont pas à la hauteur des plus grosses productions hollywoodiennes. L'ambiance particulière qui se dégage du film, cette mélancolie constante mêlée à des moments d'action spectaculaires, lui confère une identité visuelle et émotionnelle unique qui le distingue des autres productions du même type et qui explique sans doute la fidélité de ses admirateurs. La bande originale de Steve Jablonsky, avec ses thèmes récurrents et ses orchestrations somptueuses, contribue grandement à cette identité sonore, créant un paysage musical qui soutient parfaitement les images sans jamais les écraser. La direction artistique, les costumes, les décors, tout dans le film témoigne d'un soin apporté aux détails qui force le respect, même quand le résultat final n'est pas à la hauteur des intentions, car il est évident que les artisans impliqués ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir cette histoire. En définitive,
Le dernier chasseur de sorcières est un film qui mérite d'être redécouvert, non pas comme un chef-d'œuvre méconnu, mais comme une tentative honnête et souvent réussie de créer un univers fantastique original dans un paysage cinématographique dominé par les adaptations et les franchises. Il reste le témoignage d'une époque où les studios étaient encore prêts à financer des projets originaux avec des stars établies, avant que la frénésie des univers partagés et des propriétés intellectuelles préexistantes ne devienne la norme absolue de l'industrie. Pour ceux qui l'ont vu à sa sortie et qui en ont gardé un bon souvenir, il représente un divertissement de qualité supérieure à ce que sa réputation critique pourrait laisser croire, et pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, il constitue une belle surprise en attente. La performance de Vin Diesel, plus nuancée que dans ses autres rôles d'action, mérite d'être saluée, tout comme celle de Rose Leslie qui crève littéralement l'écran à chacune de ses apparitions, volant la vedette à ses partenaires plus expérimentés avec une aisance déconcertante. L'alchimie entre les deux acteurs, ce mélange de méfiance initiale et de respect mutuel grandissant, est l'un des moteurs les plus efficaces du récit et elle prouve que le film aurait mérité de meilleurs scripts pour exploiter pleinement ce potentiel. Michael Caine, même dans un rôle secondaire, apporte sa présence et sa dignité habituelle, rappelant à tous pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands acteurs britanniques vivants, capable d'ennoblir n'importe quel rôle par sa seule présence. Elijah Wood, malgré un personnage finalement assez ingrat, s'investit complètement dans son rôle et parvient à rendre crédible la transformation de son personnage, même quand le scénario force un peu trop les traits de cette évolution. L'ensemble de la distribution secondaire, composée d'acteurs souvent issus de séries télévisées populaires, apporte une crédibilité supplémentaire à l'univers du film, chacun campant son personnage avec un sérieux qui évite l'écueil du ridicule toujours menaçant dans ce genre de production. La direction de Breck Esner, bien que critiquée pour son manque de personnalité, assure au film une fluidité narrative qui le rend agréable à suivre malgré ses imperfections, et certaines scènes montrent un sens du cadre et du mouvement qui mérite d'être reconnu. Le film dans son ensemble, avec ses qualités et ses défauts, reste une expérience cinématographique intéressante, un objet non identifié dans la carrière de ses participants, mais un objet qui a trouvé son public et qui continue, année après sa sortie, à être découvert et apprécié par de nouveaux spectateurs. C'est peut-être là sa plus grande réussite, avoir créé une œuvre qui, malgré un accueil critique mitigé et un succès commercial modeste, parvient à traverser les années et à conserver une base de fans fidèles, preuve que la sincérité et la passion finissent toujours par toucher quelqu'un, quelque par point et la dimension philosophique du film mérite une attention particulière, car elle aborde des questions existentielles fondamentales à travers le prisme de la fantaisie, notamment celle de savoir ce qui donne réellement un sens à l'existence lorsque l'on est confronté à l'éternité, une interrogation que peu de blockbusters osent affronter avec autant de sérieux et de profondeur. Le personnage de Coldé, par sa nature immortelle, devient un véhicule privilégié pour explorer ces questions, et Vin Diesel, dans ses rares interviews sur le film, a souligné à quel point il s'était personnellement investi dans cette dimension métaphysique du rôle, y voyant une opportunité unique de dépasser les limites du simple film d'action pour toucher à quelque chose de plus universel et de plus humain. La scène où Coldé confie à Chloé qu'il ne se souvient plus du visage de sa femme, effacé par des siècles de souvenirs accumulés, est l'un des moments les plus déchirants du film, car elle illustre avec une acuité douloureuse le paradoxe de l'immortalité. Survivre a tout fini par effacer ce que l'on a aimé, transformant le deuil en un processus sans fin qui émousse même les souvenirs les plus précieux. Cette amnésie progressive, cette impossibilité de se raccrocher aux détails qui font l'humanité d'une relation, est présentée comme la punition la plus cruelle que la reine pouvait infliger à son ennemi, pire que la mort elle-même car elle condamne Coldé à perdre 2 fois ceux qu'il aime, d'abord physiquement, puis dans sa mémoire. Le travail de Chloé en tant que marcheuse de rêve prend alors une dimension thérapeutique inattendue, car en guidant Coldé à travers ses souvenirs enfouis, elle l'aide non seulement à résoudre l'enquête immédiate, mais aussi à renouer avec des fragments de son humanité qu'il croyait perdus à jamais, une forme de psychanalyse magique qui donne au film une profondeur supplémentaire. Les séquences de plongée dans la mémoire, avec leur esthétique onirique et leur transition fluide entre différentes époques, évoquent le travail de réalisateurs comme Christopher Nolan dans Inception, mais avec une sensibilité plus européenne, plus contemplative, qui doit beaucoup au travail du chef opérateur Dean Semler et à sa maîtrise des ambiances lumineuses. La représentation de la peste noire dans le prologue, avec ses cadavres entassés et son atmosphère d'apocalypse, n'est pas un simple effet de style gratuit, mais une manière de rappeler aux spectateurs l'ampleur des souffrances humaines qui justifient la croisade de Coldé contre la reine, un contexte historique qui donne du poids à sa quête de vengeance initiale. Le fait que Coldé ait perdu sa femme et sa fille dans cette pandémie, comme le révèlent ses souvenirs, ajoute une dimension personnelle à son combat qui transcende la simple mission officielle, transformant la traque de la reine en une vendetta intime qui explique la rage froide avec laquelle il mène ses combats.
La reine des sorcières, de son côté, n'est pas présentée comme un mal absolu et gratuit, mais comme une entité qui considère l'humanité avec le mépris d'un dieu pour des créatures inférieures, une perspective qui, sans justifier ses actions, leur donne une cohérence idéologique et en fait un antagoniste plus intéressant qu'un simple méchant de cartoon. Julie Engelbrecht incarne cette ambiguïté avec une présence magnétique, alternant avec une facilité déconcertante la froideur hautaine de la souveraine et les éclairs de rage meurtrière qui trahissent sa nature véritable, une performance qui aurait mérité plus de reconnaissance et de temps d'écran pour s'épanouir pleinement. Et la relation entre la reine et Bélial, son fidèle serviteur, suggère une histoire plus complexe que ce que le film a le temps de développer, peut-être une ancienne loyauté forgée dans des circonstances que le spectateur ne découvre jamais, un mystère qui ajoute à la fascination exercée par ces personnages. Malefice. Bélial, avec sa carrure imposante et sa détermination inébranlable, incarne la persistance du mal à travers les âges, et Olafur Darri Olafsson parvient à lui donner une présence physique impressionnante tout en suggérant, par quelques regards fugaces, la douleur de celui qui a perdu sa reine et a passé 800 ans à attendre son retour. Le rituel de résurrection, avec ses incantations en langues anciennes et ses cercles magiques tracés avec du sang, puise dans un imaginaire collectif de la sorcellerie qui remonte à l'Antiquité, et les consultants du film ont veillé à ce que chaque détail, des symboles utilisés aux gestes des participants, respecte une certaine authenticité traditionnelle. Cette authenticité, même si elle échappe à la majorité des spectateurs, contribue à créer une atmosphère de crédibilité qui renforce l'immersion dans l'univers du film, car elle suggère que les créateurs ont pris leur sujet au sérieux et ne se contentent pas de recycler des clichés éculés sur la magie et les sorcières. La ville de New York, choisie comme décor principal, n'est pas un hasard, car elle représente le melting pot par excellence, le lieu où toutes les cultures, toutes les croyances et toutes les communautés coexistent dans un équilibre souvent précaire, une métaphore parfaite de la coexistence entre humains et sorcières que Coldé a pour mission de préserver. Les scènes tournées dans les rues de Manhattan, avec leurs millions de lumières et leur activité incessante, contrastent puissamment avec les séquences souterraines où se cachent les sorcières, créant une opposition visuelle entre le monde de la surface, celui des humains qui ignorent tout, et le monde d'en bas, celui de la magie et des secrets. Le bar de Chloé, avec sa clientèle bigarrée et son atmosphère enfumée, devient le point de jonction entre ces deux mondes, un no man's land où humains et sorcières peuvent se côtoyer sans que les premiers réalisent nécessairement la véritable nature des seconds, un lieu de passage et de rencontre qui symbolise l'utopie d'une coexistence pacifique. La scène où Coldé entre dans ce bar pour la première fois est chargée de tension, car il est chez l'ennemi, entouré de créatures qu'il a passé des siècles à traquer, et pourtant il doit faire taire ses instincts pour mener son enquête, un exercice d'équilibriste que Vin Diesel rend palpable par sa simple présence physique. Rose Leslie, dans ces scènes, fait preuve d'une autorité naturelle qui contraste avec la vulnérabilité qu'elle laisse parfois entrevoir, créant un personnage complexe, à la fois forte et fragile, indépendante et pourtant désireuse de trouver sa place dans un monde qui la rejette pour ce qu'elle est. La dynamique qui s'installe entre Coldé et Chloé, faite de méfiance réciproque et d'attirance progressive, est l'un des moteurs les plus efficaces du récit, et elle rappelle les meilleurs duos du cinéma d'action, ces partenariats forcés où deux êtres que tout oppose apprennent à se respecter et à se faire confiance. Le fait que Chloé soit une bonne sorcière, qui utilise ses pouvoirs avec modération et qui a choisi de vivre en paix, introduit une nuance morale importante dans l'univers manichéen du film, suggérant que la magie n'est pas intrinsèquement mauvaise mais que tout dépend de l'usage que l'on en fait. Cette nuance reflète probablement l'évolution de la perception des sorcières dans la culture populaire, passant du statut de créature diabolique qu'il faut éliminer à celui de minorité opprimée luttant pour sa survie, un changement de paradigme que le film exploite sans jamais tomber dans le discours politique trop appuyé. La hache et la croix, en tant qu'institution chargée de réguler cette minorité, se trouve dans une position moralement ambiguë, car elle protège les humains des sorcières maléfiques mais persécute aussi des innocents simplement parce qu'ils sont nés avec des pouvoirs qu'ils n'ont pas choisis. Coldé, en tant que principal exécutant de cette politique, est confronté à cette ambiguïté de manière de plus en plus aiguë au fil du récit, et sa relation avec Chloé l'oblige à remettre en question des certitudes qu'il croyait inébranlables après 800 ans de chasse. Le personnage du Dolan 36e, avec sa sagesse et son expérience, représente la voie de la modération dans ce débat, lui qui a compris depuis longtemps que la réalité est plus complexe que la doctrine officielle de la hache et la croix et qui encourage Coldé à voir au-delà des apparences. Michael Caine, avec son talent légendaire pour dire beaucoup en peu de mots, insuffle à ce personnage une humanité et une profondeur qui transcendent les limites du scénario, et ses scènes avec Vin Diesel comptent parmi les plus émouvantes du film. La retraite du Dolan 36e, qui ouvre le récit,
est traité comme un événement d'une importance presque cérémonielle, soulignant le caractère exceptionnel de cette transition dans un ordre où les Dolans se succèdent depuis des siècles sans que personne ne survive assez longtemps pour prendre sa retraite. Cette longévité exceptionnelle du Dolan 36e, qui a passé des décennies aux côtés de Coldé, est présentée comme un exploit en soi, et elle explique l'attachement profond qui lie les deux hommes, un attachement qui dépasse le simple cadre professionnel pour toucher à l'amitié véritable. Le jeune Dolan 37e, en comparaison, apparaît comme un novice maladroit, plein de bonnes intentions mais ignorant tout de la réalité du terrain, et Elijah Wood joue cette naïveté avec une justesse qui rend son personnage attachant malgré ses défauts. La relation entre Coldé et ce nouveau Dolan est naturellement plus distante, plus méfiante, car le chasseur a appris à ne pas s'attacher trop vite à des mortels qui disparaîtront bien trop tôt, une distance protectrice que le jeune homme interprète à tort comme du mépris. Cette incompréhension mutuelle crée une tension qui prépare le terrain pour la trahison à venir, car le Dolan 37e, se sentant rejeté et sous-estimé, devient vulnérable aux manipulations de Belial qui lui promet la reconnaissance et l'importance qu'il n'a pas trouvée auprès de Coldé. Et la scène où la trahison est révélée, avec le Dolan 37e confronté à Coldé, est chargée d'une émotion complexe. Car on comprend que le jeune homme n'est pas vraiment mauvais mais simplement perdu, manipulé. Désireux de prouver sa valeur par les mauvais moyens. Elijah Wood parvient à rendre cette ambiguïté palpable, évitant l'écueil du méchant de cartoon pour incarner un personnage tragique dont les faiblesses humaines ont été exploitées par des forces qui le dépassent. La réaction de Coldé face à cette trahison est révélatrice de son évolution intérieure, car au lieu de la rage vengeresse qu'on pourrait attendre du chasseur, c'est une forme de tristesse résignée qui domine, la tristesse de voir une fois de plus un ami potentiel le trahir comme tant d'autres avant lui. Vin Diesel joue cette scène avec une retenue qui contraste puissamment avec les explosions de violence qui ont marqué le film jusque-là, suggérant que Coldé a atteint un niveau de lassitude où même la trahison ne provoque plus la même réaction qu'autrefois. Cette évolution psychologique prépare le terrain pour sa décision finale de renoncer à l'immortalité, car elle montre qu'il est prêt à accepter la fin, à laisser derrière lui ce cycle sans fin de trahison et de perte qui a été sa vie pendant 800 ans. Le personnage de Chloé, dans ce contexte, représente une alternative possible à cette spirale de désespoir, car elle incarne une forme de magie positive, constructive, qui pourrait offrir à Coldé une raison de continuer à se battre sans sombrer dans le cynisme. Et la scène où Chloé utilise ses pouvoirs pour guérir Coldé blessé est lourde de symbolisme, car elle inverse le rapport de force habituel entre le chasseur et la sorcière, montrant que la magie peut aussi sauver des vies au lieu de les détruire. Cette guérison crée un lien nouveau entre les deux personnages, un lien de dette et de gratitude qui dépasse le simple partenariat professionnel et ouvre la porte à des sentiments plus complexes que le film, malheureusement, n'a pas le temps d'explorer pleinement. La découverte progressive par Coldé du monde souterrain des sorcières, avec ses codes et ses règles, est l'occasion pour le film de développer une mythologie urbaine fascinante, où chaque lieu visité révèle un aspect nouveau de cette société secrète. La maison de couture tenue par de vieilles sorcières qui utilisent la magie pour conserver leur jeunesse est l'un de ces lieux marquants, avec son atmosphère étrange et ses mannequins aux yeux vides qui semblent observer les visiteurs, une scène qui doit beaucoup à l'esthétique du cinéma d'horreur gothique. Ces vieilles sorcières, avec leur pouvoir de tromper la mort en trichant sur leur apparence, constituent un contrepoint intéressant à la condition de Coldé, car elles aussi cherchent à échapper au temps, mais par des moyens différents et avec des motivations moins nobles. Leur refus d'aider Coldé dans sa quête, malgré leur connaissance des traditions anciennes, illustre l'égoïsme de celles qui ont choisi de se couper du monde pour préserver leur propre existence, un égoïsme que le chasseur, avec son expérience séculaire, ne peut que comprendre tout en le condamnant. La scène où Chloé négocie avec elle, usant de son charme et de sa connaissance des usages du monde sorcier, est l'occasion pour Rose Leslie de montrer l'étendue de son talent, passant avec une aisance déconcertante de la vulnérabilité à l'assurance la plus froide. Le marché qu'elle conclut, un service contre un service, introduit une dimension féodale dans l'univers du film, rappelant que le monde des sorcières obéit à des règles anciennes, antérieures à l'émergence des sociétés humaines modernes. Cette dimension féodale, avec ses serments et ses dettes d'honneur, contraste avec la modernité du décor new-yorkais et crée un décalage temporel fascinant qui enrichit considérablement la texture du film. Coldé, en tant qu'immortel ayant traversé les âges, est parfaitement à l'aise avec ses codes anciens, lui qui a connu des époques où de tels marchés régissaient les relations entre les hommes comme entre les créatures magiques. Son malaise face à la modernité, face à la technologie et aux changements rapides du monde contemporain, est suggéré par petites touches, comme cette scène où il contemple avec une certaine perplexité un smartphone que le Dolan 37e essaie de lui expliquer. Ce décalage entre son expérience multimillénaire et le monde moderne est une source d'humour discret mais aussi de mélancolie, car il souligne à quel point Coldé est devenu un étranger dans un monde qui n'est plus le sien.
La scène où il se souvient de l'invention de l'imprimerie, ou de la découverte de l'Amérique, ou de n'importe lequel des grands moments historiques qu'il a traversés, n'existe pas dans le film mais est constamment suggérée par son regard las et ses silences chargés de sens. Vin Diesel parvient, par de simples regards et des inflexions de voix, à suggérer cette profondeur historique sans avoir besoin de dialogues explicatifs, une performance d'acteur subtile que beaucoup de critiques ont injustement ignorée. Le personnage de Coldé, en définitive, est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et le film, malgré ses défauts, lui offre un arc narratif cohérent qui le mène de la résignation à l'espoir, du désespoir à l'acceptation de sa propre mortalité. Cette évolution est rendue crédible par la qualité de l'écriture et par l'investissement personnel de Vin Diesel, qui a clairement vu dans ce rôle l'opportunité d'explorer des thèmes qui lui sont chers et de montrer une facette différente de son talent. La scène finale, où il contemple sa main qui commence à montrer les premiers signes de l'âge, est l'aboutissement logique de ce parcours, car elle représente l'acceptation sereine de sa condition nouvelle, la fin d'un fardeau et le début d'une nouvelle vie. Le fait que cette scène soit immédiatement suivie d'un teaser pour une suite potentielle n'enlève rien à sa puissance émotionnelle, car elle fonctionne indépendamment de ce qui pourrait suivre, comme une conclusion satisfaisante à l'histoire de Coldé. La question de savoir si Coldé regrettera son immortalité une fois confronté aux réalités concrètes de la vie mortelle, la maladie, la vieillesse, la mort inévitable, reste ouverte, et c'est sans doute mieux ainsi. Le film, en refusant de donner une réponse définitive à cette question, respecte l'intelligence du spectateur et l'invite à réfléchir par lui-même à ce que signifie vraiment être humain, avec toutes les limites et toutes les beautés que cela implique. La magie, dans ce contexte, apparaît moins comme une solution aux problèmes de l'existence que comme un miroir tendu à l'humanité, révélant ses peurs et ses désirs les plus profonds, ses rêves d'éternité et ses cauchemars de disparition. Le film, par sa structure même, avec son aller-retour constant entre le passé et le présent, entre la mémoire et l'action, reflète cette préoccupation centrale pour le temps qui passe et pour ce qui reste de nous quand nous ne sommes plus la point Coldé, en tant que témoin privilégié de l'histoire, porte en lui la mémoire de l'humanité, et c'est peut-être là sa véritable fonction, bien plus importante que son rôle de chasseur de sorcières. Le Dolan, en consignant ses exploits, participe à cette préservation de la mémoire, assurant que les leçons du passé ne soient pas perdues pour les générations futures, une mission noble qui justifie l'existence séculaire de la hache et la croix. La scène où le Dolan 36e remet ses archives à son successeur est chargée de cette solennité, car elle symbolise la transmission du savoir d'une génération à l'autre, la continuité de la mémoire collective qui définit toute civilisation. Cette transmission, menacée par le coma magique du vieux Dolan, devient un enjeu central du récit, car sans elle, c'est toute l'histoire de la lutte contre les sorcières qui risque de disparaître, laissant l'humanité désarmée face aux menaces futures. Le personnage de Chloé, par sa capacité à explorer les souvenirs, devient paradoxalement la gardienne de cette mémoire menacée, elle qui peut extraire des profondeurs de l'esprit de Coldé les secrets oubliés qui permettront de sauver le Dolan et de vaincre Bélial. Cette alliance inattendue entre la sorcière et le chasseur, entre celle qui incarne la magie et celui qui la combat, est au cœur du message du film, qui suggère que seule la coopération entre des ennemis traditionnels peut sauver le monde des véritables menaces. La reine des sorcières, en ressuscitant, représente le retour d'un danger si absolu qu'il oblige à repenser toutes les alliances, à remettre en question tous les préjugés, un thème universel qui résonne bien au-delà du cadre fantastique du film. Le combat final, avec ses explosions de magie et ses corps à corps violents, n'est donc pas seulement un affrontement physique mais aussi idéologique, une confrontation entre deux visions du monde irréconciliable. Et la victoire de Coldé, acquise au prix de son immortalité, est une victoire de l'humain sur le surnaturel, du mortel sur l'immortel, et elle affirme la valeur de la vie humaine précisément parce qu'elle est limitée, fragile, précieuse. Le film, dans son ensemble, peut être lu comme une méditation sur cette fragilité, sur ce qui rend la vie digne d'être vécue malgré, ou peut-être à cause, de sa brièveté. Coldé, après 800 ans d'existence, a tout vu, tout connu, tout perdu, et c'est précisément cette expérience accumulée qui lui permet de comprendre, mieux que personne, que l'immortalité n'est pas une bénédiction mais une malédiction. Sa décision finale de renoncer à ce fardeau est donc un acte de sagesse autant que de courage, la reconnaissance que la véritable valeur de la vie réside dans sa finitude, dans l'urgence qu'elle crée de vivre pleinement chaque instant. Chloé, avec sa jeunesse et son énergie, représente cette philosophie de vie sans qu'elle ait besoin de la formuler, et sa présence aux côtés de Coldé dans ses derniers moments d'immortel est chargée de symbolisme. Elle incarne tout ce qu'il va gagner en redevenant mortel, la possibilité de relations vraies, non entachées par la certitude qu'il survivra à ses partenaires, la capacité de s'investir pleinement sans la distance protectrice que l'éternité impose. La scène finale, où ils se séparent sans promesse de lendemain,
est d'autant plus émouvante qu'elle est discrète, presque anodine, deux personnes qui ont traversé une épreuve ensemble et qui repartent chacune de leur côté. Cette discrétion, ce refus du pathos hollywoodien, est caractéristique du ton général du film, qui préfère la suggestion à la démonstration, la retenue à l'emphase. C'est peut-être cette qualité, rare dans le cinéma d'action contemporain, qui explique l'attachement de certains spectateurs à ce film malgré ses défauts évidents. Le film, avec ses imperfections, ses maladresses, ses scènes d'action parfois confuses, reste une œuvre sincère, habitée par une vision personnelle et par des acteurs qui croyaient en ce qu'ils faisaient. Dans un paysage cinématographique dominé par les franchises calibrées et les blockbusters sans âme, cette sincérité fait du dernier chasseur de sorcières un objet précieux, un témoignage de ce que le cinéma de genre peut produire quand il est pris au sérieux. La redécouverte du film, année après sa sortie, permettra peut-être de lui rendre justice, de voir au-delà de ses défauts pour apprécier ses qualités, son ambition, sa volonté de traiter des thèmes profonds dans un emballage de divertissement. Les générations futures, en découvrant ce film sur les plateformes de streaming ou en DVD, pourront l'apprécier pour ce qu'il est, une tentative honnête et souvent réussie de créer un univers fantastique original, porté par un acteur passionné et par une équipe technique talentueuse. La scène post-générique, avec sa promesse de suite, restera comme un symbole de ce qui aurait pu être, d'une franchise qui ne verra jamais le jour mais qui continue de vivre dans l'imagination de ceux qui ont aimé ce premier opus. Cette frustration, ce sentiment d'inachevé, fait désormais partie intégrante de l'expérience du film, ajoutant une couche supplémentaire de mélancolie à une œuvre déjà profondément mélancolique. Le spectateur, en arrivant au générique de fin, sait qu'il ne verra jamais la suite, que les mystères suggérés par le teaser resteront à jamais sans réponse, et cette connaissance rétrospective teinte tout le film d'une tristesse supplémentaire. Pourtant, même sans suite, même inachevé, Le Dernier chasseur de sorcières constitue une œuvre complète, cohérente, qui raconte une histoire avec un début, un milieu et une fin, et qui offre à son héros une résolution satisfaisante. La boucle est bouclée. Coldé, qui avait commencé son voyage comme un immortel accablé par le poids des siècles, le termine comme un mortel prêt à embrasser une vie nouvelle, riche de possibilités inédites. Cette transformation, ce passage des ténèbres à la lumière, de la résignation à l'espoir, est le véritable sujet du film, bien plus que la chasse aux sorcières ou les combats spectaculaires. Les sorcières, la magie, la hache et la croix, tout cela n'est que le décor, le contexte dans lequel s'inscrit ce voyage intérieur, cette quête de rédemption d'un homme qui avait perdu tout espoir. Vin Diesel, en choisissant ce projet, en s'investissant personnellement dans ce rôle, a offert au public bien plus qu'un simple film d'action. Il a offert une méditation sur le temps, sur la perte, sur ce qui donne un sens à l'existence. Le fait que cette méditation prenne la forme d'un blockbuster estival, avec ses explosions et ses effets spéciaux, ne devrait pas nous tromper sur sa nature profonde. Sous ses atours de divertissement, Le Dernier chasseur de sorcières est un film sérieux, qui prend son sujet au sérieux et qui respecte assez son public pour lui offrir autre chose que du simple spectacle. C'est cette ambition, cette volonté de dépasser les limites du genre, qui rend le film attachant malgré ses défauts, et qui explique pourquoi, des années après sa sortie, il continue d'être regardé et apprécié. Les nouveaux spectateurs qui le découvrent aujourd'hui, sans avoir été exposés aux critiques négatives de l'époque, peuvent l'aborder avec un regard neuf, dégager des préjugés qui ont pu nuire à sa réception initiale. Ils y trouveront un univers riche, des personnages attachants, des questions profondes habilement dissimulées sous des apparences de divertissement, et peut-être, qui sait, un nouveau film culte à ajouter à leur vidéothèque personnelle. Le temps, en définitive, est le seul juge véritable, et il n'est pas impossible que dans quelques décennies, Le Dernier chasseur de sorcières soit redécouvert comme un classique méconnu, un de ces films qui n'ont pas trouvé leur public à leur sortie mais qui ont traversé les années pour finalement imposer leur vision unique. Cette perspective, même incertaine, est réconfortante, car elle rappelle que le cinéma, comme la magie dans le film, obéit à des lois mystérieuses et que les œuvres les plus sincères finissent toujours, d'une manière ou d'une autre, par toucher ceux qui sont prêts à les recevoir. Le voyage de Coldé, de l'immortalité à la mortalité, de la solitude à la connexion, des ténèbres à la lumière, est un voyage universel, une métaphore de la condition humaine qui résonnera toujours, indépendamment des modes et des époques. C'est pourquoi le film, malgré ses imperfections techniques ou narratives, mérite sa place dans l'histoire du cinéma fantastique, comme une tentative sincère et souvent réussie de dire quelque chose de vrai sur ce que signifie être humain. La dernière image de Coldé, regardant sa main qui vieillit avec un mélange de peur et d'émerveillement, restera gravée dans la mémoire de ceux qui ont su voir au-delà des défauts du film pour en saisir l'essence profonde. Elle résume à elle seule tout le propos de l'œuvre, la beauté tragique de la condition mortelle,
la valeur inestimable de chaque instant quand on sait qu'il est compté, la sagesse d'accepter sa finitude comme le prix à payer pour une vie vraiment vécue. Vin Diesel, en atteignant cette vérité émotionnelle dans sa performance, a prouvé qu'il était bien plus que l'acteur de film d'action que certains critiques voulaient voir en lui, un artiste complet capable de porter un film sur ses épaules quand le rôle l'exige. Rose Leslie, Elijah Wood, Michael Caine, tous ont contribué à leur manière à faire de ce film une expérience unique, un moment de cinéma qui, malgré ses imperfections, mérite d'être préservé et célébré. Le public, en fin de compte, a tranché à sa manière, accordant au film une note honorable sur les sites de spectateurs et continuant à le regarder des années après sa sortie, preuve que la connexion émotionnelle a fonctionné au-delà des considérations critiques. Cette connexion, c'est le véritable succès du film, celui qui ne se mesure pas en dollars au box-office mais en moments partagés, en émotions ressenties, en souvenirs laissés dans l'esprit de ceux qui l'ont vu. Le dernier chasseur de sorcières restera comme un film imparfait mais sincère, maladroit mais ambitieux, un beau ratage peut-être, mais un ratage qui a du cœur, de l'âme, et quelque chose d'important à dire. L'exploration des mécanismes de la mémoire dans le film mérite une attention particulière, car elle constitue l'un des aspects les plus originaux et les plus réussis de la narration. Avec cette idée que les souvenirs ne sont pas des enregistrements fidèles du passé mais des constructions fragiles, constamment remodelées par le temps et les émotions, une conception résolument moderne qui doit beaucoup aux découvertes récentes des neurosciences sur la plasticité cérébrale et la nature reconstructrice de la mémoire humaine. Les séquences où Chloé explore l'esprit de Coldé ne sont jamais présentées comme des flashbacks objectifs, mais comme des interprétations subjectives, des reconstitutions approximatives de ce qui s'est réellement passé 800 ans auparavant, et cette subjectivité est rendue visuellement par des images floues, des transitions brusques, des superpositions de différentes époques qui évoquent la manière dont fonctionne réellement notre propre mémoire, par association et par fragments plutôt, que par une narration linéaire et parfaitement ordonnée. La scène où Coldé revoit le visage de sa femme pour la première fois depuis des siècles est traitée avec une pudeur remarquable, sans aucune emphase mélodramatique, simplement un arrêt sur image, un regard, une respiration suspendue, et Vin Diesel parvient dans cet instant à exprimer toute la douleur de celui qui retrouve soudain ce qu'il croyait perdu à jamais, une performance d'acteur sobre mais déchirante qui prouve, si besoin était, l'étendue de son talent dramatique souvent sous-estimé par la critique. Cette redescente dans les profondeurs de sa propre mémoire agit comme une catharsis pour Coldé, car elle lui permet non seulement de retrouver les informations nécessaires à sa quête, mais aussi de renouer avec une partie de son humanité qu'il croyait définitivement enfouie sous des siècles de combats et de pertes accumulées, un processus de guérison intérieure qui donne au film une dimension thérapeutique inattendue et qui transforme Chloé, sans qu'elle en ait pleinement conscience, en une véritable guérisseuse de l'âme. Le personnage de Chloé, en tant que marcheuse de rêve, occupe une position unique dans l'univers du film, car elle est à la fois une sorcière, donc potentiellement une ennemie aux yeux de la hache et la croix, et une alliée précieuse dont les pouvoirs dépassent de loin la simple magie offensive pour toucher à des domaines psychiques et spirituels que même les sorcières les plus puissantes ne maîtrisent pas, une spécificité qui fait d'elle un personnage à part, à la fois vulnérable et redoutable, mystérieuse et accessible. Rose Leslie insuffle à ce personnage une énergie vitale communicative, une joie de vivre qui contraste puissamment avec la mélancolie permanente de Coldé, et c'est précisément ce contraste qui rend leur duo si attachant, car Chloé représente tout ce que le chasseur a perdu au fil des siècles. L'insouciance, la capacité de s'émerveiller, la spontanéité des émotions non filtrées par des décennies de déceptions accumulées, une fraîcheur qui agit sur Coldé comme un rappel constant de ce que signifie être vraiment vivant. La scène où Chloé fait découvrir à Coldé son bar, avec ses clients bizarres et son atmosphère unique, est l'occasion pour le film de développer l'univers souterrain des sorcières new-yorkaises, un monde parallèle fascinant qui existe littéralement sous les pieds des humains sans qu'ils en soupçonnent l'existence, avec ses propres codes sociaux, ses propres hiérarchies, ses propres conflits internes. Une société secrète complexe que le film n'a malheureusement pas le temps d'explorer en profondeur mais dont il esquisse suffisamment les contours pour donner envie d'en savoir plus. Est la clientèle du bar, composée de sorcières de tous âges et de toutes origines, de créatures étranges mi-humaines mi-animales, de magiciens plus ou moins puissants, constitue une galerie de portraits haute en couleurs qui aurait mérité un développement plus important, car chaque visage, chaque silhouette, chaque regard furtif raconte une histoire potentielle. Des histoires de persécution, de survie, de rébellion ou de résignation qui enrichiraient considérablement la mythologie du film si on leur accordait l'attention qu'elle mérite. La présence de ces créatures dans un décor résolument contemporain, avec ses néons, son jukebox et ses tables en formica, crée un décalage temporel fascinant, une collision entre le monde moderne et les traditions ancestrales de la sorcellerie,
un contraste visuel qui fonctionne parfaitement et qui ancre l'univers fantastique du film dans une réalité tangible et reconnaissable, évitant ainsi l'écueil du dépaysement total qui aurait pu dérouter le spectateur. Et la scène où Coldé, entouré de sorcières qui le regardent avec un mélange de peur et de respect, doit négocier son entrée dans ce monde qui est théoriquement son ennemi, est chargée d'une tension palpable, car on sent que le moindre faux pas, la moindre étincelle de méfiance pourrait déclencher une violence incontrôlable, et Vin Diesel joue cette scène avec une retenue calculée. Une économie de mouvements et de paroles qui trahit l'habitude des situations dangereuses et la connaissance intime des réactions de ceux qui le craignent. Le fait que Chloé prenne sa défense auprès des autres sorcières, risquant sa propre réputation et peut-être sa vie pour un homme qu'elle connaît à peine et qui a passé 800 ans à traquer les siens, est un acte de courage et de foi qui en dit long sur son personnage, sur sa capacité à voir au-delà des apparences et des préjugés pour reconnaître l'humanité fondamentale de Coldé, une qualité rare dans un monde où la peur et la méfiance sont la règle, et qui fait d'elle une héroïne. Veritablement inspirant. La confiance que Chloé accorde à Coldé est d'autant plus remarquable qu'elle connaît mieux que personne l'histoire de la persécution des sorcières, ayant probablement perdu des proches dans les chasses menées par la hache et la croix au fil des siècles, et pourtant elle est capable de faire la part des choses, de distinguer entre le chasseur en tant que représentant d'une institution oppressive et l'homme en tant qu'individu prisonnier de sa propre malédiction, une nuance morale qui élève considérablement son personnage au-dessus des simples alliés fonctionnels qu'on trouve habituellement dans ce genre de récit. Cette capacité de Chloé à pardonner, à faire confiance malgré l'histoire douloureuse qui sépare leurs deux communautés, est au cœur du message du film sur la réconciliation et la possibilité d'un avenir commun entre humains et sorcières, un message politique subtil qui résonne bien au-delà du cadre fantastique et qui invite le spectateur à réfléchir sur ses propres préjugés, sur sa propre capacité à dépasser les rancunes historiques pour construire des ponts plutôt que des murs. Le personnage de Bélial, en contraste absolu avec cette philosophie de réconciliation, incarne au contraire la haine éternelle, le refus obstiné d'accepter la défaite et la volonté farouche de restaurer l'ordre ancien. Quel qu'en soit le prix, une position intransigeante qui fait de lui un adversaire d'autant plus dangereux qu'il est animé par une certitude absolue, une foi inébranlable en la justesse de sa cause qui le rend imperméable à tout doute, à toute négociation, à toute forme de compromise. Olafur Darri Olafsson, acteur islandais au physique imposant et à la présence magnétique, incarne cette intransigeance avec une puissance tranquille, sans jamais tomber dans les excès de cabotinage qui guettent souvent les interprètes de méchants dans les films d'action, préférant au contraire une sobriété glaçante, une économie de moyens qui rend son personnage d'autant plus menaçant qu'il semble parfaitement maître de lui-même, incapable de la moindre hésitation ou du moindre remords. La relation entre Bélial et la reine des sorcières, bien que peu développée, suggère une dévotion presque religieuse, une soumission totale à une figure d'autorité absolue qui dépasse le simple cadre de la loyauté féodale pour toucher au sacré, une dimension mystique qui ajoute une profondeur inattendue à ce personnage qui aurait pu n'être qu'un simple exécutant sans personnalité propre. La scène où Bélial veille le corps inanimé de sa reine, attendant patiemment le moment de sa résurrection, est traitée avec une solennité presque religieuse, une atmosphère de recueillement qui contraste puissamment avec la violence des scènes d'action environnantes et qui suggère que pour lui, cette quête est bien plus qu'une simple vengeance personnelle, c'est une mission sacrée, un devoir spirituel qui donne un sens à son existence tout entière. Le rituel de résurrection lui-même, avec ses incantations gutturales et ses symboles tracés avec du sang, puise dans un imaginaire collectif de la sorcellerie qui remonte aux temps les plus anciens, et les consultants du film ont visiblement fait un travail de recherche approfondi pour donner à ces scènes une authenticité qui dépasse le simple folklore, en s'inspirant de véritables grimoires médiévaux et de traditions ésotériques authentiques, même si bien sûr tout a été adapté pour les besoins de la fiction. La dimension collective du rituel, avec la participation des anciens sorciers que Coldé avait emprisonnés au fil des siècles, ajoute une dimension tragique supplémentaire, car ces sorciers, en donnant leur énergie vitale pour ressusciter leur reine, accomplissent un acte de sacrifice suprême qui transcende leurs querelles personnelles et leur rivalité pour les unir dans une cause commune. Une forme de rédemption inversée qui les transforme en martyrs d'une cause que le film présente évidemment comme mauvaise mais qui, de leur point de vue, est parfaitement justifiée. Cette ambiguïté morale, cette capacité du film à présenter le point de vue de ses antagonistes sans le cautionner pour autant, est l'une de ses grandes qualités, car elle évite le manichéisme simpliste qui caractérise trop de productions hollywoodiennes et invite le spectateur à une réflexion plus nuancée sur la nature du bien et du mal, sur la relativité des points de vue et sur la difficulté de juger des actions motivées par des croyances radicalement différentes des nôtres. La reine des sorcières, une fois ressuscitée, n'est pas présentée comme une créature uniquement destructrice, mais comme une souveraine blessée, humiliée par sa défaite passée et avide de restaurer sa dignité perdue,
une motivation psychologique compréhensible même si ses méthodes pour y parvenir sont évidemment condamnables, et Julie Engelbrecht parvient à incarner cette complexité avec une justesse remarquable, alternant avec une facilité déconcertante la froideur majestueuse de la reine et les éclairs de rage meurtrière qui trahissent sa nature véritable. Le face-à-face final entre Coldé et la reine est chargé de toute l'histoire qui les unit, ces 800 ans de haine réciproque, de combats indirects, de victoires et de défaites, et les dialogues, bien que minimalistes, suggèrent une profondeur de relation qui dépasse le simple affrontement manichéen pour toucher à quelque chose de plus complexe, une forme de reconnaissance mutuelle, presque de respect, entre deux êtres qui se connaissent mieux que personne parce qu'ils ont passé des siècles à penser l'un à l'autre. La décision de Coldé de renoncer à son immortalité pour détruire définitivement la reine est présentée non pas comme un sacrifice héroïque au sens traditionnel du terme, mais comme une libération, un acte de naissance plutôt que de mort, car en acceptant sa finitude, il accepte aussi la possibilité d'une vie vraiment vécue, avec ses joies et ses peines, ses amours et ses deuils, sa beauté éphémère et sa fragilité constitutive. Cette conception de la mortalité comme cadeau plutôt que comme punition est au cœur de la philosophie du film, et elle est rendue avec une puissance émotionnelle d'autant plus grande qu'elle est suggérée plutôt que martelée, confiée à la performance des acteurs et à la mise en scène plutôt qu'à des dialogues explicatifs qui auraient alourdi inutilement le propos. La scène où Coldé, désormais mortel, contemple sa main qui commence à montrer les premiers signes de l'âge, est l'un de ces moments de grâce cinématographique où tout se joue dans un regard, une respiration, un frémissement imperceptible des muscles du visage, et Vin Diesel, souvent critiqué pour son jeu supposé limité, prouve ici qu'il est capable d'une subtilité dramatique que beaucoup d'acteurs plus réputés lui envieraient. Cette transformation physique, ce passage de l'immortalité à la mortalité, est rendu crédible par le travail de maquillage et par la performance de l'acteur, mais aussi par la réaction des personnages autour de lui, notamment Chloé dont le regard mêle admiration, tristesse et espoir, comme si elle comprenait mieux que personne l'ampleur de ce que Coldé vient d'accomplir. La scène post-générique, avec son mystérieux message annonçant que la menace n'est peut-être pas totalement écartée, remplit parfaitement sa fonction de teaser pour une suite potentielle, mais elle a aussi une signification plus profonde, car elle suggère que même libéré de sa malédiction, même redevenu mortel, Coldé ne pourra jamais totalement échapper à son passé, à son histoire, à la mission qui a défini son existence pendant 800 ans. Cette idée que le passé ne meurt jamais vraiment, qu'il continue de hanter le présent sous des formes nouvelles et inattendues, est l'un des thèmes les plus profonds du film, et elle trouve sa résolution non pas dans une victoire définitive sur le mal, mais dans l'acceptation que le combat continue, que la paix est toujours précaire, que la vigilance est le prix éternel de la liberté. Le personnage de Coldé, en acceptant cette vérité, en acceptant de continuer à se battre même sans l'avantage de l'immortalité, atteint une forme de sagesse supérieure, une compréhension profonde de ce que signifie être vraiment humain. Non pas vivre éternellement, mais vivre pleinement chaque instant, en sachant que le temps est compté et que chaque bataille peut être la dernière. Cette sagesse, c'est celle que les mortels ordinaires possèdent sans même y penser, simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais Coldé, après 800 ans d'immortalité, doit la redécouvrir par un effort conscient, un cheminement intérieur qui donne au film sa dimension spirituelle et qui en fait bien plus qu'un simple divertissement. Le public, confronté à cette quête de sens à travers le personnage de Coldé, est invité à réfléchir sur sa propre relation au temps, sur sa propre façon de vivre sa mortalité, sur l'urgence ou l'absence d'urgence qui caractérise son existence quotidienne, une invitation à la réflexion d'autant plus puissante qu'elle est discrète, jamais appuyée, simplement suggérée par le parcours du héros. La structure narrative du film, avec son aller-retour constant entre passé et présent, entre mémoire et action, reflète cette préoccupation centrale pour le temps qui passe, et elle invite le spectateur à adopter une vision cyclique de l'histoire plutôt que linéaire, une conception où le passé n'est jamais vraiment révolu mais continue d'influencer le présent de manière souvent invisible. Cette conception cyclique du temps est d'ailleurs caractéristique de nombreuses traditions ésotériques et spirituelles, notamment celles liées à la sorcellerie, et le film s'inscrit ainsi dans une tradition de pensée qui dépasse largement le cadre du simple divertissement pour toucher à des questions fondamentales sur la nature de la réalité et de la conscience. La magie, dans cette perspective, n'est pas simplement un outil narratif ou un effet spécial, mais une métaphore de la capacité humaine à influencer le cours des événements, à modifier la réalité par la volonté et l'intention, une idée qui résonne profondément avec les préoccupations contemporaines sur le pouvoir de l'esprit et la nature de la conscience. Les sorts et les rituels montrés dans le film, avec leur précision presque chirurgicale, leur dépendance à des facteurs précis comme les phases de la Lune ou les alignements planétaires, suggèrent une conception de la magie comme science exacte plutôt que comme simple expression de volonté,
Une approche qui ancre l'univers du film dans une tradition intellectuelle cohérente et qui évite l'écueil de la magie comme solution facile à tous les problèmes. Cette rigueur dans la conception de la magie se retrouve dans tous les aspects du film, du design des artefacts magiques à la chorégraphie des combats, et elle témoigne du sérieux avec lequel les créateurs ont abordé leur sujet, refusant de traiter la sorcellerie comme un simple prétexte à effets spéciaux et cherchant au contraire à lui donner une cohérence interne qui renforce l'immersion du spectateur dans l'univers proposé. La Hache et la Croix, en tant qu'organisation chargée de réguler cette magie, est présentée avec la même rigueur, avec ses hiérarchies complexes, ses traditions séculaires, ses conflits internes entre factions modérées et factions extrémistes, une profondeur institutionnelle qui aurait pu être exploitée davantage mais qui est suffisamment esquissée pour que le spectateur sente la réalité de cette organisation derrière les quelques scènes qui lui sont consacrées. Le personnage du Dolan, en tant que représentant de cette institution auprès de Coldé, est le vecteur principal par lequel le spectateur découvre les rouages de la Hache et la Croix, et la relation entre les deux hommes, faite de respect mutuel et de méfiance institutionnelle, de chaleur personnelle et de froideur professionnelle, est l'un des axes les plus intéressants du film. Michael Caine, dans le rôle du Dolan 36e, apporte à ce personnage toute sa dignité naturelle et son talent pour dire beaucoup en peu de mots, créant en quelques scènes seulement un personnage complexe et attachant dont la présence continue de se faire sentir même après qu'il a été plongé dans son coma magique. Elijah Wood, dans le rôle du Dolan 37e, a la tâche difficile de succéder à un acteur de la trempe de Michael Caine, et il s'en sort honorablement en choisissant une interprétation radicalement différente, plus nerveuse, plus anxieuse, plus désireuse de plaire, qui correspond parfaitement à son personnage de jeune idéaliste confronté brutalement à la réalité du terrain. La tension entre les deux Dolan, l'ancien et le nouveau, le sage et l'apprenti, le résigné et l'enthousiaste, est l'une des dynamiques les plus intéressantes du film, et elle aurait mérité plus de développement que le temps imparti ne le permet, car elle touche à des questions universelles sur la transmission du savoir, le choc des générations et la difficulté de perpétuer une tradition dans un monde qui change constamment. La mort symbolique du Dolan 36e, plongé dans un coma magique qui le laisse techniquement vivant mais absent du monde, est une métaphore puissante de la disparition des anciens, de ceux qui portent la mémoire et la sagesse des générations passées, et le combat de Coldé pour le sauver devient ainsi un combat pour préserver ce lien avec le passé, pour maintenir vivante la flamme de la tradition face aux forces qui voudraient l'éteindre. Cette dimension de préservation culturelle, de lutte contre l'oubli et la disparition des savoirs ancestraux, donne au film une résonance particulière à une époque où la transmission des traditions est menacée par l'accélération du changement technologique et social, et elle invite le spectateur à réfléchir sur ce qui mérite d'être préservé dans son propre héritage culturel. Le personnage de Chloé, avec sa connaissance des traditions sorcières et sa capacité à naviguer entre les mondes, incarne une forme de synthèse entre passé et présent, entre tradition et modernité, et c'est cette position médiane qui fait d'elle une alliée si précieuse pour Coldé dans sa quête pour sauver le Dolan et préserver la mémoire de la Hache et la Croix. La scène où Chloé utilise ses pouvoirs pour extraire les souvenirs de Coldé est une magnifique métaphore de ce travail de préservation et de transmission, car elle montre comment le passé peut être littéralement ranimé, rendu présent et agissant, par un acte de volonté et d'empathie qui transcende les barrières du temps et de l'espace. Cette conception de la mémoire comme quelque chose de vivant, de malléable, de réactivable, est profondément moderne et résonne avec les découvertes récentes des neurosciences sur la plasticité cérébrale, mais elle puise aussi dans des traditions anciennes qui considéraient la mémoire comme une faculté spirituelle plutôt que simplement mentale, une conception que le film adopte pleinement sans jamais la formuler explicitement. Le voyage à travers les souvenirs de Coldé est aussi un voyage à travers l'histoire européenne, car on y voit des fragments de différentes époques, différentes guerres, différentes révolutions, toutes vécues par le même homme immortel qui a traversé les siècles comme un témoin privilégié des grandeurs et des misères de l'humanité. Cette dimension historique, bien que seulement esquissée, donne au film une ampleur temporelle qui dépasse largement son intrigue contemporaine, et elle transforme Coldé en une figure presque mythologique, un personnage qui incarne à lui seul la mémoire collective de l'Occident, avec ses gloires et ses hontes, ses avancées et ses régressions. La scène où Coldé se souvient de la mort de sa femme et de sa fille, emportée par la peste noire, est déchirante précisément parce qu'elle ancre sa tragédie personnelle dans une tragédie collective, celle de millions d'Européens morts de la même manière à la même époque, et elle rappelle que derrière les grands événements historiques, il y a toujours des souffrances individuelles, des vies brisées, des amours interrompus. Cette attention à la dimension humaine de l'histoire, à l'impact concret des grands événements sur les individus ordinaires, est l'une des grandes qualités du film, et elle le distingue de nombreuses productions du même genre qui se contentent d'utiliser l'histoire comme un simple décor sans se soucier des êtres humains qui l'ont vécu. Le personnage de Coldé,
par sa longévité exceptionnelle, devient le vecteur par lequel le film explore cette dimension humaine de l'histoire, et Vin Diesel, dans sa performance, parvient à suggérer la profondeur des siècles sans jamais perdre de vue l'humanité fondamentale de son personnage, cet homme qui a tant vu, tant vécu, tant perdu, et qui continue pourtant de se battre, de résister, d'espérer. Cette persistance de l'espoir malgré tout, cette capacité à continuer de croire en la possibilité d'un monde meilleur même après 800 ans de déception et de perte, est peut-être le message le plus profond du film, et il est adressé non seulement au personnage mais aussi aux spectateurs, invité à réfléchir sur sa propre capacité à garder espoir dans un monde souvent décevant. La victoire finale de Coldé sur la reine, acquise au prix de son immortalité, est une victoire de l'espoir sur le désespoir, de la vie sur la mort, de l'humanité sur ce qui la dépasse, et elle affirme avec force que même face aux forces les plus sombres, même quand tout semble perdu, il est toujours possible de résister, de lutter, de vaincre. Le film, dans son ensemble, peut être lu comme une allégorie de cette résistance, de cette capacité humaine à surmonter l'adversité et à trouver un sens même dans les situations les plus désespérées, et c'est peut-être pour cela qu'il continue de toucher des spectateurs bien après sa sortie, malgré ses imperfections techniques et narratives. La réalisation de Breck Esner, bien que critiquée pour son manque de personnalité, sert efficacement cette vision, avec un sens du rythme qui maintient l'intérêt du spectateur pendant les 106 minutes du film et une direction d'acteur qui permet à Vin Diesel, Rose Leslie, Michael Caine et Elijah Wood de donner le meilleur d'eux-mêmes. La photographie de Dean Semler, avec ses contrastes marqués entre l'obscurité des mondes souterrains et la lumière crue du New York contemporain, crée une ambiance visuelle unique qui contribue puissamment à l'atmosphère du film, et certaines scènes, notamment celles qui se déroulent dans le bar de Chloé ou dans les souvenirs médiévaux de Coldé, sont de véritables petits bijoux de composition et d'éclairage. La musique de Steve Jablonsky, avec ses thèmes récurrents et ses orchestrations amples, soutient parfaitement l'action sans jamais l'écraser, et elle crée un paysage sonore qui reste en mémoire bien après la fin du film, une qualité rare dans la production contemporaine où les bandes originales sont souvent trop génériques pour laisser une impression durable. Les effets spéciaux, bien que parfois inégaux, atteignent dans les moments clés un niveau de qualité impressionnant, notamment dans la scène de la résurrection de la reine où l'utilisation habile du CGI crée une séquence véritablement spectaculaire et mémorable qui justifie à elle seule le déplacement sur grand écran. Le design des créatures et des artefacts magiques, confiés à des artistes talentueux, montre une réelle inventivité et une attention aux détails qui enrichit considérablement l'univers du film, chaque objet, chaque symbole ayant été visiblement pensé pour s'intégrer cohéremment dans la mythologie globale. Les costumes, qui couvrent 800 ans d'histoire européenne, ont fait l'objet d'un travail de recherche considérable, et ils contribuent à ancrer le film dans une réalité historique crédible. Malgré son sujet fantastique, un équilibre délicat que les créateurs ont réussi à maintenir tout au long du récit. Les décors, qu'il s'agisse des intérieurs médiévaux du prologue ou des lieux contemporains de New York, ont été conçus avec le même souci du détail, créant des espaces qui sont à la fois fonctionnels pour l'action et riches en informations sur les personnages qui les habitent. Le travail sur le son mérite également d'être salué, avec une utilisation intelligente des effets sonores pour distinguer les différents types de magie et créer une ambiance sonore unique qui immerge le spectateur dans l'univers du film. Le montage, bien que critiqué pour sa rapidité dans les scènes d'action, est en revanche très réussi dans les séquences de mémoire, avec des transitions fluides entre les époques qui rendent ces moments particulièrement évocateurs et poétiques. La direction artistique dans son ensemble a créé un univers visuel cohérent et attractif, qui méritait vraiment de donner naissance à une franchise, et on ne peut que regretter que ce potentiel n'ait pas été exploité davantage. Le film, avec ses qualités et ses défauts, reste une expérience cinématographique unique, un objet non identifié dans le paysage du blockbuster contemporain, et il mérite à ce titre d'être préservé et étudié. Les générations futures de cinéphiles, en le découvrant, y trouveront matière à réflexion sur ce que le cinéma de genre peut accomplir quand il est pris au sérieux, quand il ose aborder des thèmes profonds sous un emballage de divertissement. Ils y trouveront aussi la preuve que Vin Diesel est un acteur plus complexe et plus talentueux que ne le laissent penser ses rôles les plus commerciaux, un artiste capable de porter un film sur ses épaules quand le rôle l'exige. Ils y trouveront enfin une histoire universelle sur le temps qui passe, sur la mémoire qui s'efface, sur l'amour qui résiste, sur l'espoir qui persiste malgré tout, une histoire qui parle à chacun parce qu'elle parle de ce que signifie être humain. Le temps, en définitive, est le seul juge, et il n'est pas impossible que dans quelques décennies, ce film soit redécouvert comme un classique méconnu, un de ces objets cinématographiques qui n'ont pas trouvé leur public à leur sortie mais qui ont traversé les années pour finalement imposer leur vision unique. Cette perspective, même incertaine, est réconfortante car elle rappelle que le cinéma,
comme la magie dans le film, obéit à des lois mystérieuses et que les œuvres les plus sincères finissent toujours, d'une manière ou d'une autre, par toucher ceux qui sont prêts à les recevoir. Le voyage de Koldé, de l'immortalité à la mortalité, de la solitude à la connexion, des ténèbres à la lumière, restera comme une métaphore puissante de ce voyage que chacun doit accomplir pour trouver sa place dans le monde. La dernière image de Koldé, regardant sa main qui vieillit avec un mélange de peur et d'émerveillement, restera gravée dans la mémoire de ceux qui ont su voir au-delà des défauts du film pour en saisir l'essence profonde. Elle résume à elle seule tout le propos de l'œuvre, la beauté tragique de la condition mortelle, la valeur inestimable de chaque instant quand on sait qu'il est compté, la sagesse d'accepter sa finitude comme le prix à payer pour une vie vraiment vécue. Le dernier chasseur de sorcières restera comme un film imparfait mais sincère, maladroit mais ambitieux, un beau ratage peut-être, mais un ratage qui a du cœur, de l'âme, et quelque chose d'important à dire. C'est cette sincérité, cette ambition, cette profondeur, qui continueront de toucher les spectateurs longtemps après que les défauts techniques auront été oubliés. C'est pour cela que ce film mérite sa place dans l'histoire du cinéma fantastique, comme une tentative honorable de dire quelque chose de vrai sur ce que signifie être humain. L'histoire débute au XIIIe siècle, une époque de ténèbres où la peste noire décime l'Europe. Le film attribue ce fléau non pas à des causes naturelles, mais à la malveillance d'une entité surnaturelle, la reine des sorcières. Nous faisons la connaissance de Koldé, interprété par Vin Diesel, un guerrier appartenant à un ordre secret de chasseurs de sorcières. Sa mission sacrée est de traquer et d'éliminer la source de ce mal qui ravage l'humanité. La reine des sorcières est présentée comme un être d'une puissance redoutable. Le film explore peu ses motivations profondes, la dépeignant essentiellement comme une force maléfique pure ayant déchaîné la peste. L'assaut final de Koldé et de ses compagnons contre la reine est un combat brutal et désespéré. La scène se déroule dans ce qui semble être son antre, un lieu chargé de magie noire et d'atmosphère oppressante. Le moment crucial survient lorsque Koldé parvient à transpercer la reine avec une dague enchantée. Ce geste héroïque scelle le destin de la sorcière mais déclenche également sa terrible vengeance posthume. Dans son dernier souffle, la reine maudit Koldé en lui conférant l'immortalité. Loin d'être une récompense, il s'agit d'une punition cruelle et raffinée, soigneusement conçue pour lui causer une souffrance éternelle. La nature perverse de cette malédiction est soulignée par le passé de Koldé, qui a perdu sa femme et sa fille à cause de la peste. Le voilà condamné à vivre éternellement, incapable de rejoindre ses proches dans la mort. Il doit désormais porter le poids de son chagrin pour les siècles des siècles, une perspective déchirante qui façonne tout son caractère. Le film effectue alors un bond de plusieurs centaines d'années. Nous sommes projetés dans l'époque contemporaine, dans une métropole moderne et animée, New York. Le contraste est saisissant avec les ténèbres médiévales du prologue historique. Koldé est toujours là, bien vivant, son visage marqué par le temps et l'expérience. La malédiction de la reine a bien fonctionné, le maintenant en vie à travers les âges. Un équilibre précaire s'est instauré au fil des siècles entre les humains et les sorcières. Ces dernières vivent désormais cachées dans la société, contraintes de réprimer leur pouvoir pour survivre. Une organisation secrète gère cet équilibre, la hache et la croix. Cette institution ancienne est chargée de traquer les sorcières maléfiques et de veiller à ce que la magie ne menace plus l'ordre du monde. Un élément clé du fonctionnement de cette organisation est le Dolan, un prêtre dont la mission est d'être le témoin et le chroniqueur des exploits de Koldé. Il consigne son histoire et fait le lien avec la hiérarchie. La retraite du 36e Dolan, incarné par le vénérable Michael Caine, est un moment important. Cet homme est un ami fidèle et un confident précieux pour Koldé après des décennies de collaboration étroite. La passation de pouvoir a lieu entre le 36e Dolan et son successeur, le jeune et idéaliste 37e Dolan. Joué par Elijah Wood, son enthousiasme contraste avec la lassitude millénaire de Koldé. Cette passation est immédiatement troublée par un événement dramatique. Le 36e Dolan est mystérieusement frappé par un maléfice qui le plonge dans un coma magique profond. La nature étrange de ce coma est précisée. Le Dolan est techniquement mort, mais une forme de vie persiste en lui. C'est un état liminal que la médecine conventionnelle est incapable d'expliquer. Refusant de perdre son dernier ami humain, Koldé se lance dans une enquête déterminée. Il doit découvrir l'origine de cette attaque et trouver un moyen de sauver le 36e Dolan. Ses investigations le mènent dans les bas-fonds de New York, à la découverte des lieux secrets fréquentés par la communauté des sorcières. Ces endroits existent loin des regards humains, dans l'ombre de la ville. Il y fait la connaissance de Chloé, interprétée par Rose Leslie. Elle est la propriétaire d'un bar underground qui sert de refuge et de lieu de socialisation pour les créatures magiques de la ville. Chloé possède un don particulier, elle est une marcheuse de rêve. Ce pouvoir lui permet de projeter sa conscience dans l'esprit et les souvenirs des autres, une capacité qui s'avérera cruciale.
La relation entre Coldé et Chloé est initialement empreinte de méfiance. Lui représente l'autorité qui a emprisonné tant des siens, elle est une sorcière dans un monde qui craint la magie. Ils sont cependant forcés de faire équipe face à la menace grandissante d'un sorcier maléfique nommé Bélial. Ses agissements criminels semblent liés à l'attaque contre le Dolan. Le plan de Bélial est progressivement révélé, rassembler les anciens sorciers que Coldé a emprisonnés au cours des siècles. Ces êtres d'une puissance oubliée doivent servir de composants pour un rituel. Le but ultime de Bélial est de ramener à la vie la reine des sorcières. Une perspective terrifiante qui menacerait de replonger le monde dans le chaos et la destruction. Un problème central se pose pour Coldé. Pour contrer ce rituel, il doit se souvenir des circonstances exactes de sa propre mort et de la manière dont la reine a été vaincue. Le défi est ironique pour un immortel dont les souvenirs s'effacent avec le temps. 800 ans d'existence ont brouillé les détails précis de cet événement fondateur. Le pouvoir de Chloé devient alors indispensable. Elle permet à Coldé de plonger dans les strates profondes de sa mémoire, de revivre des événements enfouis depuis des siècles. Ces voyages oniriques explorent la psyché de Coldé, révélant la douleur persistante de la perte de sa famille. La solitude accablante de son existence éternelle est mise à nu. Une découverte capitale émerge de ces explorations mémorielles. L'immortalité de Coldé est mystiquement liée à la reine des sorcières d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Le mécanisme de ce lien est exposé clairement. Chaque fois que Coldé utilise la magie noire, involontairement, il nourrit l'essence de la reine et la rapproche de la résurrection. Une couche de tragédie supplémentaire s'ajoute à son personnage. Non seulement il est maudit, mais ses propres actions pour combattre le mal risquent de réveiller le pire fléau. Les événements s'accélèrent alors que Bélial parvient à rassembler les sorciers emprisonnés. Il lance le rituel, défiant Coldé et Chloé dans une course contre la montre désespérée. L'affrontement final est spectaculaire, et la reine des sorcières est effectivement ressuscitée. Coldé se retrouve confronté à la source de sa malédiction et de son chagrin séculaire. Un dilemme cornélien se présente à lui. Pour détruire définitivement la reine, il doit renoncer à son propre pouvoir et, par conséquent, à son immortalité bien-aimée. Ce choix peut être interprété comme l'acte de rédemption ultime. C'est l'acceptation de la mort comme une libération après 800 ans de fardeau et de solitude insupportable. Coldé accomplit ce sacrifice, utilisant la dague enchantée dans un geste qui le vide de sa magie. Il redevient mortel, tandis que la reine est vaincue pour de bon. Le film se termine sur une note ambiguë. Libéré de sa malédiction, Coldé peut désormais envisager une vie finie, avec la perspective de vieillir et de finalement mourir. Une scène post-générique suggère cependant que son histoire est loin d'être terminée. D'autres menaces pourraient émerger, et il pourrait retrouver une partie de ses pouvoirs. Cette fin ouverte était clairement une tentative de lancer une franchise cinématographique. Ce projet de suite n'a finalement jamais vu le jour malgré les intentions affichées. La thématique centrale du poids de l'immortalité est explorée avec une certaine sincérité. Le concept est traité d'une manière qui cherche à toucher le spectateur. La performance de Vin Diesel cherche à incarner la lassitude millénaire. Il tente de montrer la mélancolie et la solitude d'un homme qui a survécu à tous ceux qu'il a aimés. Vin Diesel a lui-même confié dans des interviews que le tournage était particulier. Survenu peu après la mort de son ami Paul Walker, il a imprégné le film d'une tristesse particulière. Une réflexion profonde sur le deuil s'est ainsi glissée dans le récit. Coldé n'est pas un héros d'action unidimensionnel, c'est un homme brisé par des siècles de pertes. Cette vulnérabilité est ce qui rend le personnage potentiellement intéressant. Elle apporte une dimension humaine à un récit de fantasy pourtant très codifié. La construction de l'univers du film est souvent saluée par la critique pour son potentiel visuel. L'imagination des créateurs a produit des images marquantes. La direction artistique imagine un New York gothique et souterrain. Une cité parallèle où la magie se niche dans l'ombre des gratte-ciels modernes. Le bar de Chloé est un exemple réussi de cette esthétique. C'est un espace chaleureux et magique qui contraste avec la froideur du monde humain extérieur. La scène de la maison de couture est également mémorable. De vieilles sorcières y utilisent un sort pour retrouver une apparence juvénile, une séquence visuellement frappante. Beaucoup de critiques regrettent cependant que cet univers riche ne soit qu'esquissé. Il est sacrifié au profit d'une intrigue trop conventionnelle et prévisible. Les faiblesses du récit sont régulièrement pointées du doigt. Le scénario est jugé trop explicatif, alourdi par des dialogues qui exposent l'histoire plutôt que de la montrer. La révélation concernant le personnage d'Elijah Wood est souvent critiquée. Elle est perçue comme tirée par les cheveux et peu convaincante dans la construction narrative. La qualité inégale des scènes d'action est un autre reproche fréquent. Elle souffre d'un montage trop rapide et d'une photographie excessivement sombre. Les combats, noyés dans des effets spéciaux numériques de qualité variable, deviennent parfois difficiles à suivre. Ils perdent en clarté et en impact dramatique.
Le film peut cependant être vu comme un hommage au jeu de rôle. Vin Diesel est un passionné bien connu de Donjons et Dragons. L'esthétique du prologue médiéval et la structure du récit évoquent les codes du jeu vidéo. La quête avec ses personnages secondaires est une transposition de cet univers ludique. En examinant la distribution, Vin Diesel livre une performance dans un registre familier. Celui du héros d'action solitaire et charismatique qu'il maîtrise parfaitement. Si Vin Diesel est convaincant, son jeu peine parfois à transmettre toute la profondeur émotionnelle requise. Un personnage aussi ancien et tourmenté exigerait davantage de nuances. Il reste néanmoins l'atout principal du film, portant le projet sur ses épaules. Son aura de star est un élément essentiel du dispositif. La performance de Rose Leslie est souvent citée comme l'un des points forts. La critique et le public saluent généralement son travail. La fraîcheur et l'énergie qu'elle apporte à Chloé sont appréciables. Son personnage est une sorcière à la fois forte et vulnérable, pas une simple demoiselle en détresse. La présence d'Elijah Wood constitue un clin d'œil amusant. Il passe du héros de la comté dans Le Seigneur des Anneaux à un univers de sorcellerie urbaine. Son personnage est cependant jugé assez effacé. Sa fonction principale semble être de mener au twist final, ce qui limite son développement. La présence de Michael Caine apporte une touche de classe indéniable au film. Son rôle est malheureusement trop secondaire et sous-exploite son immense talent. On peut même ironiser sur le fait que Michael Caine a admis avoir accepté certains rôles pour des raisons financières. Ce pourrait être le cas ici, vu la nature du personnage. La réception critique et publique du film fut très contrastée. Les avis divergent radicalement selon qui s'exprime. Sur Rotten Tomatoes, le score est éloquent. Seulement 18% d'avis positifs de la part des critiques, contre un respectable 68% pour le public. Le consensus des critiques qualifie le film de trop sombre et lugubre pour divertir. Un jugement sévère qui résume bien leur position. Sur IMDb, la moyenne des notes se situe autour de 6 dixièmes. Ce chiffre reflète cet accueil mitigé et cette divergence d'opinion. La même tendance s'observe en France sur Allociné. La presse est très sévère, tandis que les spectateurs sont plus indulgents, notant le film autour de 3 étoiles. Ce que la critique a principalement détesté peut être synthétisé. Un scénario faible et prévisible, des scènes d'action confuses, un potentiel gâché, et un ton trop sérieux. Ce que le public a généralement apprécié est différent. Le charisme de Vin Diesel, le casting sympathique, l'univers fantasy old school et son côté divertissement sans prétention. Beaucoup de spectateurs y voient un bon film pour une soirée détente. Ils apprécient ses effets spéciaux globalement corrects et son rythme soutenu. Les éléments techniques essentiels du film méritent d'être mentionnés. Sun Tider Original as The Last Witch Hunter. Le réalisateur est Breck Esner, un cinéaste expérimenté dans le domaine de la fantasy et de l'action. Les principaux scénaristes sont Cory Goodman, Matt Sazama et Burke Sharpless. La musique est composée par Steve Jablonski, qui livre une bande originale orchestrale efficace. La photographie est signée Dean Semler, un directeur de la photo chevronnée. Les sociétés de distribution sont Summit Entertainment pour les États-Unis et S&D pour la France. Le film appartient au genre de la fantasy, de l'action et de l'aventure. Sa durée est de 106 minutes, soit 1h46 minutes. Sa date de sortie en France est le 28 octobre 2015. Le budget conséquent est d'environ 90 millions de dollars. Le box-office mondial atteint environ 147 millions de dollars, un résultat mitigé. Ces résultats financiers modestes ont probablement scellé le sort d'une éventuelle suite. Le film n'a pas été suffisamment rentable pour justifier une franchise. En définitive, c'est une œuvre qui divise profondément. Les opinions à son sujet sont rarement tièdes. Certains le considèrent comme un navet ou un film d'action de série B. Pourtant, il bénéficie d'un budget confortable et d'une distribution prestigieuse. Ses fans le perçoivent comme un honnête divertissement. La présence magnétique de sa star compense à leurs yeux ses faiblesses narratives. Le film reste le témoignage de la passion sincère de Vin Diesel pour l'héroïque fantasy. C'est un projet qu'il a porté avec conviction. C'était une tentative de lancer une nouvelle franchise. Un pari qui n'a pas convaincu à l'époque, malgré des éléments prometteurs. Le potentiel de l'univers, bien que réel, n'a pas été suffisamment exploité. Il n'a pas réussi à séduire le grand public ni à désarmer la critique. Cette analyse offre ainsi un panorama complet de cette œuvre de fantasy urbaine. Entre ambition visuelle, faiblesse narrative et performance charismatique de sa vedette, le film présente un bilan contrasté. Il reste un objet cinématographique intéressant à étudier pour comprendre les mécanismes du blockbuster de fantasy. Ses réussites partielles et ses échecs instructifs en font un cas d'école. Fin.